Bonjour à tout le monde, bonsoir devrais-je dire, et je dois commencer par vous féliciter. Je dois dire que quand on m'a proposé une conférence à 20 h, mon premier réflexe va dire « il n'y aura personne ». À Nanterre, on n'aurait jamais pu commencer une conférence à 20 h. Je vous le dis très nettement, nous avions du mal à garder nos étudiants jusqu'à 19 h 30, donc commencer à 20 h. Donc bravo aux internes, bravo aux extérieurs, et je vais essayer de mériter l'effort que vous avez fait en vous disant des choses qui sont peut-être moins évidentes. J'imagine que vous lisez la presse, vous regardez les nouvelles, les médias, etc. Donc je vais plutôt essayer de vous donner des clés de décryptage pour que vous puissiez lire la presse justement ou écouter les nouvelles avec un œil et une oreille avertis. Et je vais essayer de procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je vais rappeler ce que sont les règles institutionnelles et les règles du jeu électoral. Bon, c'est un peu connu, mais pas nécessairement. Ensuite, je vais faire de la politique, non pas fiction, mais je vais dérouler chaque scénario, si Trump, si Harris, avec quelle majorité, que va-t-il se passer, etc. Et je conclurai en abordant la 3e partie, qui est ce que j'appelle l'enjeu caché, parce que quels que soient les résultats, c'est la Cour suprême qui détient un pouvoir considérable. Et si vous avez suivi là aussi ce qui s'est passé, vous avez vu qu'elle est en train de détricoter des droits et des libertés qui sont dans le droit depuis 50 ans. L'exemple le plus évident étant le droit à l'avortement, mais il y a d'autres exemples moins connus, dont on parle moins dans les médias, qui sont largement aussi dangereux pour l'avenir des États-Unis, mais aussi pour la place des États-Unis dans le monde et pour nos relations, nous, France et Europe, avec les États-Unis. Donc voilà, j'essaierai de ne pas parler trop longtemps parce que j'imagine que sur un tel auditoire, il y aura beaucoup de questions et je répondrai à un maximum de questions ensuite. Alors, les règles du jeu institutionnel, vous savez qu'on est sans arrêt en train de dire alors est-ce que les États-Unis sont une démocratie? Les Américains eux-mêmes aiment à dire nous avons la Constitution la plus ancienne et nous sommes la plus ancienne démocratie du monde. Alors, quitte à vous décevoir, ce n'est pas vrai. Car pendant pratiquement toute son existence, l'Amérique, enfin les États-Unis, n'ont pas été une démocratie. Pendant tout le début de l'existence, ils ont exclu non seulement les femmes, mais les esclaves. Et même après la guerre de sécession a donné lieu à des amendements qu'on appelle les amendements de la reconstruction, qui sont très très importants et qui ouvrent une deuxième période de l'histoire politique américaine. Le 13e amendement abolit l'esclavage. Le 14e amendement, qui est une continuation, dit que toute personne née sur le territoire des États-Unis est un citoyen à part entière. Ce qui revient à dire que les esclaves acquièrent la citoyenneté, ce que la Cour suprême, alors c'est Fanny, de vos professeurs qui disait que la Cour suprême est mon meilleur ennemi, c'est un petit peu vrai. La Cour suprême avait, dans une décision, refusé justement ce statut aux esclaves, et ça a été une des raisons du déclenchement de la guerre que les Américains appellent civile, Civil War. Nous l'appelons guerre de sécession, c'est aussi une guerre de sécession puisque le Sud a fait sécession, mais c'était une guerre civile sur 2 questions, l'esclavage et, comme vous l'avez bien dit, les relations entre l'État fédéral et les États fédérés. Et ce qui est intéressant, c'est que avant la guerre de sécession, nous avions les États du Sud qui refusaient d'obéir au droit fédéral. Et nous avons la même situation actuellement où l'administration Biden essaie d'imposer des règles et les États fédérés, alors plutôt les États fédérés dirigés par des républicains, exemple la Floride, exemple le Texas, disent « Ah ben non, 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 nous n'avons pas à obéir au droit fédéral ». Et donc c'est intéressant, un petit peu triste, que plus de 100 ans après la guerre de sécession, on se retrouve dans cette même situation où des États refusent certains droits qui sont pourtant, au moins au début, garantis au niveau fédéral, en disant nous ne sommes pas liés par le niveau fédéral. Donc ça, c'est la situation. Même après, alors oui, j'en étais au 14e amendement, le 15e amendement dit aux États fédérés, vous ne pouvez pas priver du droit de vote pour des raisons de race, de couleur ou de servitude antérieure. Donc, en fait, c'est en rajouter un petit peu une couche, si j'ose dire. 13e, abolition de l'esclavage. 14e, citoyenneté et ce qu'on appelle Equal Protection of the Law.
La loi protège également les Noirs, les Blancs, tout le monde. Bon, bref. Et ensuite, 15e amendement, on ne peut pas priver du droit de vote. Mais ce qui s'est passé, c'est que les États du Sud ont, et ça je suis sûre que vous le savez, tout ce que je dis, vous le savez, je vous le remets juste dans des petites, vous savez, dans les pièces du puzzle. C'est la période qu'on a appelée Jim Crow, où les États du Sud ont inventé des tas de règles bien pernicieuses pour faire en sorte que, malgré les amendements, les Noirs ne puissent pas voter. Alors, par exemple, on leur a dit, vous devez nous faire un commentaire de la Constitution, ce que les Blancs étaient bien incapables de faire. Mais alors on a dit, oui, mais il y a ce qu'on appelle la clause du grand-père. Donc, si votre grand-père pouvait voter, vous n'avez pas besoin de savoir expliciter la Constitution. Donc, seuls les anciens esclaves noirs se trouvaient dans la tâche impossible de connaître la Constitution et de l'expliciter, et donc ils étaient privés du droit de vote. Donc, ça s'appelait la période Jim Crow, et ce qui montre bien le parallèle avec ce qui se passe actuellement, c'est que maintenant, on parle de Jim Crow 2.0, c'est-à-dire ce que font les États républicains, là encore, mes grands ennemis, la Floride, le Texas en première ligne, mais la Géorgie aussi, c'est de changer les règles du jeu, je vais y venir dans un instant, de façon à rendre le vote plus difficile pour les minorités, donc essentiellement les Afro-Américains, les Hispaniques. Et donc, on a une sorte de retournement de l'histoire, et ce qui s'est produit, c'est déjà produit. Donc cette constitution a mis en place une république en 1787, mais pas une démocratie. Parce que la priorité des pères fondateurs, dont plusieurs étaient propriétaires d'esclaves, il faut quand même se rappeler que malgré toute la mythologie sur ces bons pères fondateurs, Jefferson, etc., ils étaient dans les États du Sud, en Virginie, et ils étaient à la tête d'un beau domaine avec beaucoup d'esclaves. Sans parler d'une vie familiale parfois, mais vous savez, toutes les choses que l'on prête à M. Jefferson avec ses esclaves femmes, si j'ose dire. Donc, on a ce système qui est une république. Et ces pères fondateurs, ils ne voulaient certainement pas l'égalité ni la démocratie. Alors, je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui êtes étudiants ou même pour les autres, vous avez entendu parler d'un ouvrage extrêmement intéressant qui en anglais s'appelle « The Federalist Papers ». Ça a été traduit en français sous le nom « Le Fédéraliste ». C'est une série d'articles qui ont été écrits essentiellement par Hamilton, donc un fédéraliste, et John Jay, qui allait devenir juge à la Cour suprême, et Madison. Donc 3 noms quand même qui devraient évoquer quelques échos. Et ils ont écrit des articles pour expliciter les mécanismes de la Constitution et s'assurer que les États allaient ratifier la Constitution. Donc quand on veut comprendre ce que les pères fondateurs avaient en tête, c'est très bien de lire certains de ces Federalist Papers. Ils sont disponibles en ligne. Alors en anglais, je suis sûre, en français, j'ai tout d'un coup un trou. Et comme je ne vais pas vous demander de les lire tous, je vais vous en pointer 2 qui sont très passionnants, le numéro 10 et le numéro 51, qui décrivent en fait ce qui est vraiment central dans le système américain et que beaucoup de Français qui disent « Ah ben oui, c'est un système présidentiel, ah ben oui, c'est comme la France », non, pas du tout ça. Le mécanisme essentiel, c'est « checks and balances », les contre-pouvoirs, c'est-à-dire que chaque branche du pouvoir doit pouvoir être contrôlée et doit pouvoir contrôler les 2 autres. Bon, ça, vous le savez, parce que vous avez étudié les détails. Le président, par exemple, peut apposer son veto. Mais si le Congrès, donc les 2 chambres, détient une majorité des 2 tiers, ce Congrès peut passer outre au veto du président. Bon. Et il y a tout un tas de mécanismes de ce genre dans la Constitution. Le président nomme ses ministres, le président nomme les juges fédéraux, mais il a besoin de l'assentiment du Sénat. Le président signe des traités, mais les traités doivent être ratifiés par le Sénat. D'accord ? Et la Cour suprême, dans le système initial, alors est-ce que vous avez tous au moins ouvert la Constitution américaine une fois ? Bon, je pense que ce qui vous frappe tout de suite, si vous avez aussi ouvert une Constitution française, c'est qu'elle est très courte par rapport à notre Constitution et qu'elle n'entre pas du tout dans les détails. Elle est plutôt pleine de principes philosophiques et abstraits, ce qui va poser problème quand il s'agira d'interpréter certaines des clauses de la Constitution.
Mais l'autre caractéristique, c'est l'article 1 qui est consacré, non pas comme dans la Constitution de 58 à l'exécutif, mais au législatif. Donc, quand elle a été écrite, les pères fondateurs, rappelez-vous, ils venaient de se séparer dans une guerre des Anglais, donc ils ne voulaient certainement pas de nouveau une sorte de monarque puissant. Donc le premier pouvoir, c'est le législatif. Et le second pouvoir, c'est l'exécutif. Et en fait, le gros de l'article 2, c'est toute la cuisine du collège électoral, et simplement 2 lignes sur les pouvoirs du président. Il est commandant en chef et il est à la tête de l'exécutif. C'est tout. Donc vous voyez que tout ce qui s'est passé depuis, ça a été de l'interprétation par l'exécutif lui-même, pour augmenter ses pouvoirs, et de l'interprétation par la Cour suprême, qui, selon les époques, a accepté l'interprétation extensive du président ou non. Voilà. Donc, et le troisième article, c'est le pouvoir judiciaire. Et là encore, si vous connaissez un peu le système français, dans le système français, on ne parle pas de pouvoir judiciaire, mais d'autorité judiciaire, ce qui est beaucoup moins puissant, si j'ose dire. Là, on parle de pouvoir judiciaire co-equal, donc égal aux 2 autres branches. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont écrites dans la Constitution, mais très vite, la Cour suprême a voulu, noir sur blanc, le mettre, et c'est une décision très fameuse, qu'on étudie tout de suite en faculté de droit aux États-Unis, c'est Marbury versus Madison. Et cette décision de 1803, c'est le début de ce qu'on appelle Judicial Review. Judicial Review, c'est-à-dire que la Cour, et ça c'est un autre article du fédéralisme, 78, où Hamilton espérait l'inscrire dans la Constitution, mais en fait il a fallu une décision de la Cour, dit la Cour peut déclarer un acte du président contraire à la Constitution, pouvoir considérable. Et la Cour suprême peut déclarer un acte du Congrès, donc une loi, un act of Congress, contraire à la Constitution, donc invalider une loi du Congrès. Et donc, on a vraiment ce système qui, au début, est équilibré, où chaque branche a de gros pouvoirs. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certaines de ces branches ont acquis trop de pouvoir et qu'on n'a plus cet équilibre. Et donc, en même temps qu'on perd l'équilibre entre les branches, on perd une notion très très importante en droit américain, accountability. To be accountable, c'est être obligé de rendre des comptes, de devoir justifier son action. Et dans une démocratie, théoriquement, il y a des mécanismes pour que l'exécutif soit accountable. C'est intéressant, d'ailleurs, en France, on n'a pas de mot. Bon, quand je le relis, j'ai des thèses, des choses comme ça, les étudiants sont obligés, alors c'est pas qu'on invente des mots, mais on essaie, on parle de reddition de comptes, comme les comptes accounting, les comptes financiers. On parle de redevabilité, et ça ne nous parle pas beaucoup en français, alors que le mot accountable est vraiment central en américain et central dans la culture politique américaine. Donc quand on a cette fin d'équilibre entre les 3 pouvoirs, ben, on perd l'équilibre, mais en un deuxième temps, on perd cette responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président n'est plus vraiment responsable, surtout depuis une décision de la Cour suprême sur l'immunité de M. Trump et des futurs présidents, mais la Cour suprême non plus n'est plus accountable, parce que ces juges sont nommés à vie, et là, ils sont en train de faire tout et n'importe quoi, mais ils sont nommés à vie. Il n'y a aucun mécanisme dans la Constitution qui permette de s'en débarrasser simplement. Donc nous sommes dans cette situation qui est un petit peu compliquée, auquel il faut ajouter que pour que la Constitution soit ratifiée, et ça c'est bien expliqué dans les Federalist Papers, les pères fondateurs ont dû accepter les exigences des petits États. Les petits États disaient « mais attendez, nous on ne veut pas être mangés par les grands États ». Donc ils ont fait 2 demandes qui ont été acceptées et qui posent problème de nos jours. Ils ont dit « bon, la Chambre des représentants, les États auront un nombre de représentants en fonction de la population. Donc un grand État, beaucoup de représentants, petit État, pas beaucoup. Mais on veut que la 2e chambre représente un autre principe, et ce principe, c'est le fédéralisme. Et dans le fédéralisme, il faut que chaque État pèse du même poids. Donc dans la Constitution américaine, il est prévu 2 sénateurs par État, quelle que soit la population. Donc aujourd'hui, on a le Wyoming, 500 000 habitants, la Californie, 39 millions de sénateurs, Vous vous rendez bien compte que ça pose problème. Et le deuxième mécanisme qu'ont exigé les petits États, c'est le collège électoral.
Ils ont dit on ne veut pas du suffrage universel parce que nos voix seront noyées au milieu des grands États. Donc, a été mis sur pied ce système déjà bizarre à l'époque, mais qui pose d'énormes problèmes aujourd'hui, du collège électoral. Alors, je sais que pour ceux d'entre vous qui êtes en cours, vous en avez parlé un petit peu. Donc, le collège électoral, cela veut dire que l'élection se déroule en 2 temps. Lorsque les électeurs américains vont voter le 5 novembre, ils ne vont pas voter pour le Harris ou Trump, ils vont voter pour ce qu'on appelle les grands électeurs démocrates ou les grands électeurs républicains, qui ensuite vont se réunir le 14 décembre, etc., et puis ensuite le 6 janvier. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et le nombre des grands électeurs est égal au nombre de représentants plus les 2 sénateurs. Donc on a une autre disproportion, moins grande que celle que j'ai mentionnée, Wyoming/Californie, mais quand même, on a un tout petit État qui a 3 grands électeurs et un État gigantesque qui en a peut-être 19, si on prend l'exemple de la Pennsylvanie. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai problème. Et le problème est accru du fait que l'octroi des grands électeurs, mettons les 19 pour la Pennsylvanie, se fait à celui qui a obtenu la majorité relative. Alors vous avez sans doute rencontré une expression qui n'est pas toujours bien expliquée, qui est « winner takes all ». Le vainqueur prend tout. Donc, il y a 2000 scrutins, ok, j'en ai 1003, je gagne. Et c'est, bon, vous êtes trop jeunes, beaucoup d'entre vous, mais c'est ce qui s'est passé en Floride en 2000. On était en train de se battre pour 100 voix à peu près. Finalement, la Cour suprême, déjà elle, c'est pour ça que c'est ma meilleure ennemie, la Cour suprême a dit « Ah ben, on va arrêter de recompter » et a donné les 100 voix à Bush. Bon, je caricature un peu, enfin, grosso modo, c'est quand même ça. Et Bush a remporté la présidentielle. Et ensuite, il nous a emmenés en Irak et avec tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Donc, le problème du collège électoral, c'est que au cours des dernières années, nous avons 2 présidents républicains, George W. Bush et Trump, qui ont été élus grâce au collège électoral, alors qu'ils n'avaient pas la majorité du suffrage populaire. En 2016, Clinton avait 3 millions de voix de plus, Hillary, on l'aime ou on ne l'aime pas, elle avait 3 millions de voix de plus, mais Trump a remporté le collège électoral. Or, ces 2 dispositions, 2 sénateurs par État et le collège électoral, sont dans la Constitution. Donc en fait, les Américains sont un peu coincés avec ces 2 mécanismes qui pervertissent les institutions, et pour lesquels, en principe, si l'on veut les modifier, il faudrait un amendement à la Constitution. Or, pour qu'un amendement devienne réalité, il faut 2 étapes, adopter l'amendement puis la ratification, tout ceci à des supermajorités. Comme les petits États détiennent une majorité de blocage et qui n'ont aucun intérêt à supprimer ces 2 dispositions de la Constitution qui leur sont favorables, pour le moment, on ne peut pas les changer. Donc, c'est dans ce système très biaisé que les élections se déroulent. Mais c'est encore plus biaisé à cause du droit électoral. Lorsqu'on lit la Constitution, qui doit quand même être la Bible, on constate que les pères fondateurs n'ont pas pu se mettre d'accord sur un système électoral au niveau national. Toujours la même histoire, hein, c'était d'anciennes colonies, elles viennent d'acquérir leur indépendance, et donc il n'est pas question qu'elles renoncent à une parcelle de souveraineté. Donc quand il a été question de trouver des règles électorales nationales, elles ont dit non, 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 et le résultat, c'est que la Constitution stipule très clairement que les règles électorales, les modalités, quel jour on vote, combien de bureaux de vote, est-ce qu'il y a du vote anticipé, etc., c'est décidé par chacun des États. Et donc, ce qui se passe actuellement, surtout depuis une décision de 2013 de la Cour suprême, c'est que les États du Sud sont en train de remettre en place les barrières qui étaient interdites avant par une loi nationale. Vous voyez, on revient à mon conflit entre fédéral et droit des États. La Cour suprême, dans un arrêt Shelby, S-H-E-L-B-Y, a invalidé les dispositions anti-discrimination de la loi sur le droit de vote de 1965.
En d'autres termes, pour faire le lien, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu les amendements de reconstruction, mais les États du Sud ont fait de l'obstruction, et jusqu'en 1960, les Noirs votaient très très peu à cause de ces dispositifs. Et cette loi de 1965 a vraiment marqué un tournant parce qu'elle disait, je dis bien elle disait, parce que la Cour suprême a invalidé ces dispositions, elle disait « ces États du Sud dans lesquels il y a un historique de discrimination ne pourront pas modifier leur droit électoral sans approbation a priori, c'est-à-dire préalable, du département de la justice. En d'autres termes, je suis la Floride, je voudrais faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les Noirs de voter, mais je ne peux pas le faire. Je dois envoyer ma proposition de réforme du droit électoral à Washington, au département de la justice, qui va constater que les mesures sont discriminatoires et va dire « pas question ». Et on a des statistiques dont je vous ferai grâce qui montrent qu'en quelques années, le nombre des inscrits sur les listes électorales et le nombre des élus afro-américains a été multiplié par 5, 10, etc. Donc cette loi était très efficace, ce qui n'a pas fait plaisir aux républicains qui ont essayé de faire invalider cette loi. Et ils ont obtenu gain de cause en 2013, donc dans cette décision Shelby. Et depuis 2013, tous les États dirigés par les républicains, et c'est plus de la moitié des États, dont tous les États du Sud et ceux de la fameuse Bible Belt, la ceinture de la Bible, mettent en œuvre des procédés plus spécieux les uns que les autres. Exemple, en Géorgie, les républicains, avant les élections de 2020, ont fermé à peu près la moitié des bureaux de vote dans les quartiers noirs. Donc en 2020, les Noirs, les Afro-Américains, ont dû attendre 5 heures, 6 heures, 7 heures pour pouvoir voter. Et là, il faut saluer leur cynisme. Je ne sais pas si vous seriez prêts, pour exercer votre droit de vote, à attendre 5 heures debout. Je me suis posé la question, je vous ferai grâce de ma réponse. Je vous laisse répondre dans votre cas avec autant d'honnêteté. Donc, on a eu des scènes absolument incroyables. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que, voyant la situation, vous savez que les États-Unis sont un pays plein d'associations. Il y a beaucoup plus de civisme dans les associations de foot, de parents d'élèves, etc. Mais bon, des associations des droits et libertés sont venues distribuer de l'eau et des sandwichs pour aider ces gens à survivre aux 5 heures de queue. Certains ont apporté des ombrelles, parce que c'était en plein soleil, Géorgie, voilà. Bon, bref, en novembre, il peut faire chaud. Eh bien, l'année d'après, la Géorgie a adopté une loi qui pénalisait, donc qui faisait d'un délit de distribuer des sandwichs et de l'eau pour ceux qui font la queue pour aller voter. Voilà, donc premier exemple. Deuxième exemple, les radiations. Bon, vous avez des États comme l'Arizona où il y a beaucoup d'hispaniques. Beaucoup d'hispaniques qui sont devenus citoyens, d'autres qui ne sont pas encore citoyens. Alors ils s'appellent, mettons, Hernandez. Ah ben on va radier tous les Hernandez parce qu'on a trouvé un qui n'était pas encore citoyen. Et en faisant ces radiations non justifiées, on fait disparaître de la liste de ceux qui sont habilités à voter tout un tas de citoyens qui pourraient voter. Alors, quoi d'autre? Ah oui, exiger une pièce d'identité spéciale. Alors, aux États-Unis, vous savez qu'en raison de l'histoire de la discrimination, l'histoire des cartes, des papiers pose un problème. Et de toute éternité, si j'ose dire, on votait. Alors déjà, par exemple à Washington, on votait sans même produire une pièce d'identité, ce qui m'a toujours étonné, mais bon. Mais la plupart des États et des circonscriptions se contentaient de demander le permis de conduire, qui était considéré comme une pièce d'identité suffisante. Et là, les républicains ont commencé à dire « Ah mais non, parce qu'il y a certainement des illégaux, des sans-papiers qui ont un permis de conduire, donc il faut qu'on ait une autre carte. » Alors, ils ont inventé une carte spéciale. Alors tout ça, ça peut nous paraître justifié, parce qu'après tout, en France, on a une carte électorale et on montre une pièce d'identité. Donc on se dit finalement, ce n'est pas anormal d'exiger une pièce d'identité, sauf que c'était une pièce d'identité bien particulière, pour laquelle il fallait faire une demande bien particulière, peut-être en ligne, et peut-être la personne n'était pas très bonne avec Internet, et qu'il fallait aller chercher à l'autre bout de la ville, à un endroit où il n'y a pas de transport en commun, avec ouverture du bureau en question seulement de 12h22 et 14h33. Donc une quasi-impossibilité de se procurer la pièce d'identité. Donc ça a permis de se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Mais grâce à la motivation pour voter, grâce à l'entraide,
ces gens qu'on voulait à toute force maintenir loin des urnes se sont procurés la pièce d'identité. Donc le nouveau gimmick maintenant, c'est de dire ils doivent justifier de leur citoyenneté. Et c'est très très difficile parce que là encore, pour nous, c'est assez facile d'obtenir un état civil, un acte de naissance, etc. C'est beaucoup plus difficile aux États-Unis pour tout un tas de raisons. Et donc, là, alors si vous vous intéressez au sujet, il y a un organisme très très bien qui s'appelle le Brennan Center, B-R-E-N-A-N, Brennan Center, qui est rattaché à la fac de droit de NYU, New York University, qui fait des études et qui montre le nombre de dispositions prises par les républicains qui sont des dispositions discriminatoires et le nombre de personnes, ce sont des estimations, qui vont être tenues éloignées des urnes pour ces élections de 2024, parce qu'on leur a mis tout un tas d'obstacles sur la route. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la situation qui n'est pas très très rose, disons. Alors, à tout ceci, il faut réfléchir aussi au climat politique. On a deux grands partis. Ça, c'est dû au mode de scrutin. Quand vous avez un mode de scrutin uninominal à un tour, comme en Grande-Bretagne, par définition, on a le bipartisme. Mais là, ce sont des partis qui ne sont plus des partis qui se battent dans le même jeu électoral. Parce que le climat, c'est un climat, bon, pour faire simple et pour aller vite, parce que je pense qu'il y aura des questions, qui est caractérisé par la polarisation. Bon, la polarisation, elle remonte aux années 90, quand un monsieur qui s'appelle Newt Gingrich a décidé qu'il fallait durcir le ton, et il a suggéré qu'au lieu de parler d'adversaires politiques, on se mette à parler d'ennemis. Donc maintenant, dans la bouche des républicains, les démocrates sont des ennemis qui veulent la fin de la démocratie, ce qui est quand même un paradoxe quand on pense au 6 janvier, et s'ils sont élus, c'est la fin des États-Unis. Alors les démocrates sont un petit peu moins outranciers dans leurs propos, mais il y a quand même une détérioration du jeu politique, alors à la fois dans le discours. Bon, le discours est devenu extrêmement agressif, mais également dans les pratiques. Et au Congrès, il y a de moins en moins de lois qu'on appelle bipartisanes, c'est-à-dire sur lesquelles on peut trouver un accord entre peut-être beaucoup de démocrates et un peu de républicains, ou l'inverse. Parce que chaque camp est enfermé et ne veut pas bouger, et c'est ce qui se passe au cours des derniers congrès, ce qui se passe même si vous suivez ce qu'on appelle le fameux feuilleton de la dette et le feuilleton du budget, c'est le résultat de cette polarisation. C'est-à-dire que des mécanismes aussi vitaux qu'adopter un budget pour que l'État puisse fonctionner, ces mécanismes sont instrumentalisés par les républicains à des fins politiques, à des fins partisanes. Donc ça, c'est la polarisation, je pourrais en parler. Et l'autre élément qui me paraît vraiment très important et très grave, c'est la désinformation. Alors le grand coupable, c'est Trump. Il y a toujours eu un peu de désinformation, il y en a dans tous les pays. Mais lorsqu'il a commencé à mentir, à introduire cette idée de réalité alternative, il y avait, ne serait-ce que sur le nombre de personnes qui ont assisté à son investiture. Quand il a commencé à mentir, le Washington Post a compté 30 000 mensonges durant son mandat. 30 000, c'est beaucoup quand même. Et dans les périodes où il n'allait pas bien du tout, c'était 70 mensonges par jour. Alors à l'époque, c'était Twitter, sur Twitter, donc il dit tout et n'importe quoi. Et le résultat, non sanctionné pour tout un tas de raisons, le premier amendement, etc. Le résultat, c'est que pour beaucoup de personnes, ils ne savent plus à quel saint se vouer. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes vraiment assailli par tellement de mensonges, vous vous demandez où est la vérité, et quand on continue à répéter ces mensonges finissent par devenir la réalité, et ça devient très très difficile de rectifier. Alors, cette désinformation est amplifiée par les réseaux sociaux. Bon, on sait que les Américains s'informent, si on peut dire, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que vous avez lu des choses. Vous savez que, et j'espère que vous n'êtes pas trop dans des bulles de ce genre, mais les réseaux sociaux, bon, qui ne cherchent pas du tout à vous aider, hein, leur but, c'est de faire de l'argent par les publicités, soyons clairs. Ils vont vous enfermer en fonction de vos préférences dans ce qu'on appelle des bulles informationnelles. Donc, si vous cliquez 2-3 fois sur quelque chose qui permet de penser que vous êtes plutôt là ou là, on va vous en rajouter beaucoup. Donc, si vous avez cliqué 1 ou 2 fois sur les mensonges de Trump, vous allez recevoir tout un tas d'infos, et au fur et à mesure que vous allez vous éloigner
du centre, d'un centre un peu impartial, disons. Au fur et à mesure que vous allez aller vers les extrêmes, ce qu'on va vous envoyer, ce que les réseaux sociaux vont vous envoyer, les plateformes, va être de plus en plus erroné, excessif. Et à ce moment-là, quelqu'un est enfermé dans ce qu'on appelle donc ces bulles informationnelles, et là, vous ne pouvez plus retrouver la réalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, alors, entendez bien le chiffre, 65% des républicains, pas seulement les types qui portent la casquette rouge, mais 65% des républicains sont convaincus que l'élection a été volée. Donc, sont convaincus que Biden est un président illégitime. Alors que toutes les études du Brennan Center et tout montrent qu'il n'y a pas eu de fraude, il y a peut-être eu 0, enfin, les chiffres disent qu'il y a eu 0,0030, enfin, donc ça veut dire 100 ou 120 sur 380 millions d'habitants aux États-Unis. Donc, aucune fraude qui aurait pu changer les résultats. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc dans des enquêtes, dans des études. Trump et ses petits camarades ont intenté 60 actions en justice. Dans les 60 fois, ils ont été déboutés. Parce que, à la radio, sur les réseaux sociaux, on peut mentir, on peut dire n'importe quoi. Mais au tribunal, si on n'a pas des éléments factuels pour étayer ce que l'on dit, eh bien le juge dit circuler, il n'y a rien à voir. Et donc les 60 tribunaux, des tribunaux étatiques, des tribunaux fédéraux, des juges plutôt républicains, parce que dans les États, les juges sont nommés, parfois, mais élus aussi. Donc on a des juges républicains. Ça nous paraît aberrant, nous, mais aux États-Unis, ce n'est pas aberrant de parler de Republican judge. Et des juges nommés par Trump, parce que M. Trump a réussi à nommer plus de 200 juges fédéraux pendant son mandat. Bon, ben, même des juges nommés par Trump ont dit non, il n'y a pas de fraude. Ben, malgré cela, je répète, 65% sont convaincus que Biden est un président illégitime. Donc, cette désinformation, c'est quelque chose que vous devez vraiment garder présent à l'esprit en suivant ce qui se passe pour les élections. Et là, depuis 15 jours, un acteur de désinformation qui n'était pas trop sur le devant de la scène, mais qui le devient, c'est M. Elon Musk. Alors, M. Musk a créé un super PAC. Un super PAC, c'est une structure qui a pu être créée grâce à une autre décision de la Cour suprême qui s'appelle Citizens United de 2010, qui dit, la main sur le cœur, quand même, le premier amendement protège la liberté d'expression. Là, j'ai un milliardaire, il a envie de dépenser beaucoup d'argent dans l'élection. Il s'exprime, c'est sa liberté d'expression. Si moi, juge, je limite les sommes qu'il peut dépenser, je porte atteinte à sa liberté d'expression, je porte atteinte au premier amendement. Donc, grâce à un raisonnement bien spécieux de ce genre, les entreprises et les milliardaires de la Silicon Valley, par exemple, mais pas que, créent des super PAC qui collectent tout un tas d'argent de leurs petits camarades milliardaires. Et avec cet argent, ils vont dépenser de façon illimitée, puisque la Cour suprême a dit « vous pouvez dépenser de façon illimitée », en publicité électorale. Et là, donc, M. Musk a créé un super PAC auquel il verse, bon an, mal an, 50 millions de dollars par mois. Et ce super PAC fait des publicités pour dire que Trump, vraiment, ça sera un bon président. Pourquoi? Parce que M. Trump a promis à M. Musk que s'il était élu président, il baisserait les impôts pour la Silicon Valley, qu'il n'y aurait aucune régulation sur l'intelligence artificielle et aucune régulation sur les crypto-monnaies. Alors, dans un monde normal, ça s'appellerait de la corruption. Là, il ne se passe rien aux États-Unis. Donc voilà le climat des informations. Alors si vous avez suivi, je pense que les réseaux sociaux ont montré des images. Musk a été à un meeting de campagne, il sautait au plafond, il embrassait Trump, etc. Et c'est grave parce que Musk, vous savez, les États-Unis, c'est le pays de la libre entreprise, c'est le pays du self-made man, même quand ils ne sont pas vraiment self-made, que papa, maman ont aidé. Mais il y a ce mythe qui est très, très puissant. Et beaucoup d'Américains un peu indécis, qui n'ont pas très envie de voter par Trump, se disent, mais quand même, si ce type si brillant, si riche, qui réussit tout ce qu'il fait, aime Trump, c'est que Trump doit avoir des qualités. Donc peut-être je vais voter pour Trump. Donc il y a 15 jours, je me disais, Harris a peut-être des chances de passer. Aujourd'hui, je me pose des questions.
Donc, ça nous amène aux deux scénarios, ou scénarii, comme vous voulez. Personne, y compris les instituts de sondage, y compris les gens les mieux informés, etc., et voilà, ne peuvent dire aujourd'hui qui va gagner. Pourquoi? Ça, vous le savez, parce que je suis sûre qu'on vous a tous parlé des fameux swing states, parce que l'élection va se jouer dans 7 États, certains de la Rust Belt, donc Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, et et 2 en particulier, l'Arizona et le Nevada. Et que, si on prend l'Arizona, Biden l'a emporté en 2020, peut-être avec 15 000 voix. Si on prend la Géorgie, Biden l'a emporté avec 12 000 voix. Et ça, on le sait, parce que la Géorgie, c'est là où Trump a téléphoné au secrétaire d'État en charge des élections, M. Raffensperger, disant « Bon, écoutez, hein, vous êtes républicain, il faudrait me trouver 12 000 voix. » Et ce républicain très courageux lui dit « Monsieur le Président, je crois que vos chiffres sont erronés. C'est M. Biden qui l'a remporté. » « Écoutez, vous n'allez pas me faire toute une affaire quand même, je ne vous demande pas grand-chose, vous me trouvez 12 000 voix. » La conversation, Raffensperger a été intelligent et prudent, a été enregistrée. Ça dure 45 minutes. Pendant 45 minutes, Trump dit « Trouvez-moi 12 000 voix » et à la fin, il le menace. Je dis « Mais enfin, vous êtes un patriote. Je vous demande de faire ce qui est bon pour la nation. Vous allez voir ce qui va se passer si vous ne le faites pas. » Ça fait partie des documents que le procureur spécial Jack Smith essaie de mettre en avant pour que les juges, dans l'affaire sur le 6 janvier, concluent à l'absence d'immunité. Mais nous n'en sommes pas là. Donc voilà, c'est la situation. Donc ces swing states, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que on parle toujours de October surprise, la surprise d'octobre. Alors là, on a pléthore de surprises. On a eu les surprises de juillet déjà, on a eu les attentats, le désistement de Biden, etc. Puis là, on a les surprises d'octobre. Israël qui maintenant frappe le Liban, avec en plus les morts de Gaza, etc. L'ouragan. Alors, dans quel sens l'ouragan va jouer? Là, la Floride est dévastée. La Floride est dirigée par un gouverneur républicain, M. Ron DeSantis, qui ne croit pas au réchauffement climatique. Et dans un autre État, oui, c'était le Tennessee, le gouverneur du Tennessee a d'abord refusé l'aide fédérale en disant « on va faire une semaine de prière ». Oui, non mais... Vous savez... là, dans le truc un peu vendeur, là, pour essayer de vendre ce bouquin-là, on a finalement mis en 4e de couverture ceci est ou n'est pas, je ne sais plus, la suite de la série House of Cards. Mais là, il n'y a plus besoin d'inventer. Je veux dire, tout ce que je vous raconte, tout ce que j'écris ici, je n'aurais pas osé le proposer comme scénario, tellement c'est énorme. Parce qu'on m'aurait dit, écoutez, madame, soyez un peu réaliste, vous ne pouvez pas. Quand même, une série, il faut qu'il y ait des éléments de réalité. Bon ben, voilà. Donc, M. DeSantis ne voulait pas de l'aide, mais par contre, il a instrumentalisé, donc sur les réseaux sociaux, il a dit « Le gouvernement fédéral, dirigé par les démocrates, ne veut pas nous donner d'argent. » Alors que Biden, Harris et l'organisme en charge des urgences, qui s'appelle FEMA, Federal Emergency, etc., envoyer de l'argent, envoyer des troupes, des gens pour aider, etc. Et ça, c'est à rattacher à ce que je disais sur la désinformation, c'est ça qui est dangereux. C'est que peut-être il y a des gens qui auraient voulu voter Harris et qui vont être convaincus que les sales démocrates ne veulent pas leur donner de l'argent. Et puis il y en a d'autres parmi les républicains qui disent « et en plus, les caisses sont vides parce que Biden a donné l'argent aux immigrants ». Et donc là aussi, vous avez les bras qui tombent, parce que comment pouvez-vous rectifier en temps réel, en permanence, cette avalanche de mensonges? Ben, la réponse, c'est pas possible. Surtout que des études ont montré sur les réseaux sociaux, quand vous publiez quelque chose de faux, même si vous rectifiez un quart d'heure après, 90% des gens ne croiront pas ou ne verront pas la rectification. Donc c'est une bonne affaire de mentir, parce que finalement, ben, votre mensonge devient la réalité. Donc, compte tenu de toutes ces October surprises, l'ouragan, et puis alors il y a eu aussi la grève des dockers. J'étais sur France 24, juste quand on a appris ça, la journaliste me dit « Et la grève ?» Ah ben, je dis effectivement, ce n'est pas une bonne affaire pour les démocrates, parce que le président Biden a 2 options. Il peut soit faire usage d'une loi sur les relations industrielles, etc., et mettre fin à la grève.
Conséquence, il se met à dos tous les syndicats. Or, tout son discours a visé à obtenir l'appui des syndicats et objectivement, il a fait beaucoup pour les syndicats durant son mandat. Donc, il n'était pas envisageable qu'il fasse usage de la législation en question. Mais de l'autre côté, si la situation pourrissait, ça voulait dire des goulots d'étranglement et de nouveau le retour de l'inflation. Or, on avait juste la Federal Reserve, donc la Banque fédérale, qui avait dit bah, la situation est revenue sous contrôle, nous pouvons baisser les taux d'intérêt. Et alors la journaliste me dit, alors, j'ai dit, écoutez, honnêtement, je le découvre en même temps que vous, mais j'ai quand même le sentiment que l'administration Biden va agir en sous-main, et elle a des gens très très bons en négociation, et je pensais à quelqu'un dont vous vous rappelez peut-être le nom imprononçable en 2020, Pete Buttigieg, qui est devenu Secretary of Transportation, donc qui est en charge du transport et en l'occurrence des dockers. Et lui et d'autres, dès le lendemain, ont obtenu un truc génial, c'est-à-dire que les syndicats ont accepté pas tout à fait l'augmentation qu'ils voulaient, et la négociation va reprendre en janvier, c'est-à-dire après l'élection. Donc j'étais assez contente, donc Biden s'en est bien sorti. Mais je veux dire, chaque jour, on a une calamité nouvelle, et il est très difficile de savoir si ça va bénéficier à tel camp ou à tel autre. Et donc, on est toujours dans le flou complètement sur les swing states. Alors, les scénarios. Le premier, Harris est élu. Bon, beaucoup de gens vont pousser à ouf de soulagement, sauf les autocrates. Mais bon, quand même, sur la planète, il y en a qui seront contents parce que l'OTAN, parce que le plan climat, et puis parce qu'il y aura un peu moins de chaos au niveau international. Mais en fait, tout va dépendre de la géographie. Qui a gagné les deux chambres du Congrès? Si, au miracle, et je n'y crois pas trop au jour d'aujourd'hui, elle obtenait que les démocrates aient la majorité à la Chambre et au Sénat, là, il peut peut-être se passer des choses. Alors, on a un peu plus de visibilité sur les résultats au Congrès. Donc la Chambre, les 435 représentants viennent renouvellement, ou bien il y a ce qu'on appelle open seats si l'élu a démissionné. Donc on a 435 élections. Comme vous le savez, les démocrates ont perdu la majorité en 2022, et ils l'ont perdu de façon curieuse à cause de 4 sièges dans un État bleu, New York, et 5 sièges en Californie, pour tout un tas de raisons de cuisine électorale, voilà. Et donc là, les démocrates sont en train de s'acharner sur ces 4 sièges pour faire en sorte de les récupérer. Les 5 sièges. Donc, il n'est pas exclu que les démocrates soient majoritaires à la Chambre. Voilà. Le Sénat, c'est une autre affaire. Comme vous le savez, les sénateurs sont élus pour 6 ans et renouvelables par tiers. C'est-à-dire que chaque 2 ans, on a 33, 32 selon les cas, sénateurs, courses au Sénat. Et là, la carte est très défavorable aux démocrates. Sur les 33, ils doivent défendre 22 sièges. Et sur les 22, ils sont certains de perdre celui, alors le nom va peut-être vous dire quelque chose, Joe Manchin. Joe Manchin, c'était le sénateur de Virginie-Occidentale. C'est lui qui a refusé de mettre fin au filibuster, par exemple. C'est lui qui a refusé de voter l'énorme plan de relance de Biden, le Build Back Better. Et donc, il s'est mis à dos la gauche du Parti démocrate, et il savait que lors des élections, on lui mettrait un démocrate de gauche lors des primaires, et que de toute façon, il ne passerait pas. Donc, il s'est retiré. Mais c'était un démocrate qui était bien accepté dans l'État et qui réussissait à se faire élire dans un État qui a voté Trump à 15%. De plus, enfin, à 65% des voix. Donc un État rouge, comme on dit, hein, un État républicain. Donc là, les démocrates n'essaient même pas de conquérir ce siège. Or, vous le savez, la majorité, c'est 50-50. Donc, alors si Harris est élu, c'est le vice-président qui pourra départager, comme Harris l'a fait pendant les 2 premières années du mandat. En anglais, on dit « break the tie ». 50-50, elle va voter, et donc ça fera basculer d'un côté. Mais ça voudrait dire qu'il garde tous les autres sièges. Et il y en a qui sont difficiles. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Tester, dans le Montana, qui est aussi un État rouge.
Et pour le moment, les sondages nous disent on ne sait pas. Alors ceux qui sont optimistes espèrent que un candidat démocrate va remporter le Texas, c'est-à-dire va piquer le siège à Ted Cruz. Ted Cruz, ça fait partie du Tea Party, c'est un des extrémistes, c'est celui qui a contesté les résultats au Congrès le 6, qui a continué à contester après la prise d'assaut du Capitole. Enfin, et c'est quelqu'un qui s'oppose à tout, qui est très extrémiste, etc. Mais s'il perd, je pense que ce n'est pas tout ça qui le fera le perdre, c'est que pendant le Covid, alors qu'il avait fermé l'État, il est parti s'éclater avec sa petite famille à Cuba ou je ne sais pas où. Et fort heureusement, on l'a vu. Et ça a été sur les réseaux sociaux. Et là, une courbe de popularité de M. Cruz. Et donc, moi, je suis convaincue, alors c'est triste sur la démocratie, mais que s'il perd, ce n'est pas parce qu'il aurait été un sénateur nul, qui n'a rien fait pour son État et qui est extrémiste, mais parce qu'il s'est échappé au soleil pendant le Covid. Bon, ce qui est quand même justice d'ailleurs. Après tout, tout le monde était enfermé, et nous aussi. On ne voit pas pourquoi M. Cruz aurait fait ça. Bon, donc, si Harris est élue, mais que le Sénat est républicain, alors ça, c'est dramatique. Elle ne pourra même pas faire approuver ses ministres. Il y aura de l'obstruction systématique. Et elle ne pourra pas faire approuver un seul juge, ni bien sûr juge à la Cour suprême. On va avoir de l'obstruction systématique au Sénat. Donc, que les démocrates puissent conserver la majorité au Sénat, c'est vital. Alors, ensuite, on peut rêver, si elle a vraiment la majorité dans les deux chambres, il y a déjà toute une série de projets de loi pour renforcer le droit de vote, rétablir le droit à l'avortement, etc. Mais c'est si, if, il faut qu'elle soit élue et qu'elle ait les deux chambres. De l'autre côté, si M. Trump est élu, c'est assez dramatique, pas seulement pour les Américains, mais pour nous aussi. Mais ça peut être plus ou moins grave en fonction des résultats au Congrès. S'il a le Sénat, et ça c'est terrible, il va à nouveau nommer 250 juges dans les juridictions inférieures. Il y en a 1000 au total, les juridictions fédérales, 1000 juges. Ça veut dire que la moitié des juges seront nommés par Trump, s'il est élu. Et ce n'est pas juste des juges de Trump, ce sont des juges qui sont présélectionnés par un organisme qui s'appelle Federalist Society, qui a pour but, depuis 1982, date de sa création, de sélectionner des juristes brillants, bien conservateurs, pour les propulser dans les postes importants, à la fois dans l'administration et dans les juridictions. Donc ça, c'est grave. Alors, le seul contre-pouvoir qui risque d'être en place si Trump est élu, c'est la Chambre des représentants, si, encore ainsi, les démocrates peuvent la reprendre. Alors ça veut dire que Trump a très peu de chances de faire adopter le moindre projet de loi. Et donc il va faire ce que font tous les présidents depuis 20 ans, et ce que fera Harris si elle n'a pas des majorités démocrates, ils vont gouverner par décret. Alors ces fameux executive orders, des décrets pris par un président. Et il y en a à chaque fois qui sont pris. Alors pendant le Covid, il y en a eu plusieurs pour, par exemple, pour essayer d'inciter les entreprises à faire vacciner leurs salariés. Et comme ils n'ont pas voulu le faire, c'est devenu un executive order imposant la vaccination. Bon, en matière d'environnement, aussi des règles pour imposer des seuils pour lutter contre la pollution, pour lutter contre le réchauffement climatique. Le problème, et une fois de plus, on revient à la Cour suprême, c'est que la Federalist Society et tout un tas de groupes qui ont été créés par la droite intentent à chaque fois des actions en justice en disant « ce décret n'est pas valable » parce qu'il est une violation de la loi qui a créé ceci, parce que le président empiète sur le pouvoir du Congrès en se mêlant d'immigration, parce que, je veux dire, quand on est juriste, on est créatif, donc il y a tout un tas de bonnes raisons pour trouver. Et donc, ces groupes se débrouillent pour saisir, bon, les règles, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait du droit, mais les règles de compétence, c'est-à-dire savoir quelle juridiction est compétente pour entendre votre affaire, sont très souples aux États-Unis. Et donc, ça permet à ces groupes de choisir une juridiction dont on sait qu'elle va être favorable. Et dans l'affaire du médicament abortif, vous avez suivi ça, l'affaire du mifepristone? Bon,
l'agence des médicaments, qui s'appelle Federal and Drug Administration, FDA, avait autorisé la distribution de ce médicament. Là, les groupes de droite ont saisi un juge pour faire interdire. Et ils ont choisi un juge dans une juridiction, un juge unique. Donc ils étaient sûrs de tomber sur lui, qui avait été nommé par Trump et dont on savait qu'il était anti-avortement, anti-régulation. Et il a donc tout de suite rendu un jugement, première instance un jugement, disant « Ah là là, pas de circulation de médicaments ». Et ce juge, il était très très commode en plus, parce que comme il est dans le sud des États-Unis, il dépendait, alors je ne sais plus si c'est le 5e circuit ou le 11e circuit. Bon, les juridictions fédérales, vous avez des cours de district en première instance, et ensuite les cours d'appel s'appellent circuit courts, des cours de circuit, comme le mot circuit, parce qu'au début les juges étaient itinérants et se promenaient le long d'un circuit. Bon, les deux cours qui couvrent le sud des États-Unis, donc ces fameux États de la Bible Belt dont je vous parle, Floride, Texas, c'est le 5e circuit, le 11e circuit. Donc, la Cour d'appel a bien sûr confirmé le premier jugement. Et alors, le problème, si Harris est élue, c'est qu'elle va elle aussi essayer de gouverner par décret, si elle ne peut pas obtenir des législations. Et donc, ce mécanisme très bien huilé, ce modus operandi de la droite va se produire. On saisit un juge copain, il invalide, la Cour d'appel confirme, et ensuite, si vous êtes le ministère de la Justice de Mme Harris, vous vous dites, mais est-ce que j'ai envie de porter l'affaire devant la Cour suprême? La Cour suprême qui est maintenant composée de 6 juges conservateurs, dont 3 qui sont totalement radicaux, le juge Thomas et le juge Alito. Alito, c'est celui qui a rédigé la décision qui a mis fin au droit à l'avortement. Dans le cas de Trump, donc il va agir par décret. Dans mon livre précédent, qui n'a pas été mentionné, qui s'appelle « Les États-Unis et la démocratie », j'ai montré comment il y a eu de la résistance durant le premier mandat de Trump, de la résistance de l'administration. Vous vous rappelez les gens qui essayaient de ne pas obéir aux ordres dans les ministères, les gens de son cabinet qui cachaient des documents pour qu'ils ne fassent pas une bêtise supplémentaire. Et les juges ont bien résisté. Lorsqu'il a rédigé son fameux décret qu'on appelait Muslim Ban, vous savez, pour interdire l'entrée de personnes, de pays, de ressortissants, de pays à majorité musulmane. On l'a appelé the Muslim Ban, l'interdiction des musulmans. Bon, immédiatement, les groupes de défense des libertés ont saisi des juges et les juges ont retoqué. Il faut dire qu'ils ont, par exemple, vous avez entendu ACLU, American Civil Liberty Union, c'est un des groupes phares en matière de défense des libertés. Donc, eux, ils font la même chose que la droite. Donc, ils ont intenté leurs actions à New York ou en Californie. Parce que New York, c'est la cour du 2e circuit, qui est plutôt libérale au sens américain, c'est-à-dire progressiste, ou bien Californie, Hawaï, etc., la cour du 9e circuit, qui est elle aussi progressiste. Mais en tout cas, les juges ont bloqué. Une des craintes que je peux, et je ne suis pas la seule à avoir, c'est que je me demande si ce système de contre-pouvoir est encore en place s'il y a un 2e mandat Trump. C'est-à-dire que le paysage judiciaire a été tellement modifié par la nomination de tous ces juges par Trump qu'il n'est pas du tout sûr que des décrets qui auraient été, en 2017-2018, déclarés inconstitutionnels, ça dépend des cas, ou illégaux, c'est-à-dire contraires à la loi, le seront en 2025. Parce qu'il a bien annoncé, « On day one, I'll be a dictator ». Et bien qu'il essaie de se distancier, il va sans doute mettre en œuvre le projet, ça vous pouvez avoir envie de regarder au moins ce qu'on appelle Executive Summary, le résumé, Project 2025 de la Heritage Foundation. Et alors c'est plus la peine de lire de la dystopie, alors on va s'acharner sur les ennemis, tous ceux qui ont fait du mal à M. Trump, alors non seulement les démocrates, mais aussi des républicains courageux comme le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, Raffensperger. On va supprimer le ministère de l'Enseignement, parce que quand même ça ne sert à rien, et puis on va supprimer le service météo, parce que ces gens-là, ils n'arrêtent pas de nous parler de tornades, et ça c'est de la désinformation pour nous faire croire au réchauffement climatique. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Non. D'ailleurs, moi je regarde Fox News de temps en temps, parce que j'ai du mal de temps en temps, mais c'est comme ça.
Et ils vont aussi supprimer, alors attendez, qu'est-ce qu'ils... Ah, mais ils voulaient supprimer FEMA aussi, l'agence pour les situations d'urgence, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, et puis ils sont vendus, et puis etc. Donc voilà, vous lisez les 900 pages, c'est pour ça que je vous propose de lire le résumé, et vous avez une idée de ce qui peut se passer durant le deuxième mandat. Et donc la seule question, c'est s'il n'a pas les deux chambres, bon, il n'y aura peut-être pas de loi, mais s'il y a des décrets, est-ce que les juridictions vont faire quelque chose? Et la grande difficulté, c'est qu'à cause de 2 décisions de la Cour suprême, il va être très difficile, pour ne pas dire quasi impossible, de poursuivre Trump en justice, même s'il commet des actes terribles. Parce qu'elle a rendu 2 décisions. L'une, c'est la décision qu'on appelle sur l'inéligibilité. Vous vous rappelez peut-être le Colorado, qui a dit il a participé à une insurrection, et le 14e amendement dit quiconque a participé à une insurrection en violation de son serment de protéger la Constitution est inéligible. Bon, la Cour suprême du Colorado a dit, il n'y a pas photo, il a participé à une insurrection, et 14e amendement. Bon, ça a été porté devant la Cour suprême, et la Cour suprême aurait pu dire, bon, on ne peut pas laisser un État tout seul décider. Donc, en s'appuyant sur un raisonnement assez élémentaire de fédéralisme, dire ce type de décision ne peut pas appartenir à un État. Donc Trump sera sur les listes électorales. Mais non, la droite dure en a rajouté une couche en disant « Ah, mais si on veut mettre en œuvre cette disposition, il faut que le Congrès vote une loi. » Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons les amendements de reconstruction, ils sont en anglais ce qu'on appelle self-executing, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'une loi de transposition. Et donc là, les juges qui se prétendent être des originalistes, c'est-à-dire interpréter la Constitution telle qu'elle a été adoptée, ont violé ce principe. Mais ça veut dire que même si Trump, de nouveau, incite à l'insurrection en violation de son mandat, ben on ne peut pas utiliser le 14e amendement, sauf si tout d'un coup le Congrès se réveille et vote une loi vite, en disant voilà, je mets en œuvre le 14e amendement. Tout ceci nous renvoie à mon scénario numéro 1, peut-être Harris, peut-être les 2 chambres, hautement hypothétique. Et l'autre, c'est la décision immunité, où là encore, la Cour, bon, même les conservateurs sont affolés. Il y a eu des centaines de lettres ouvertes aux journaux, etc., qui ont circulé, de juges conservateurs, mais des vrais conservateurs, pas des radicaux comme actuellement, qui ont dit, mais cet arrêt, cette décision est très dangereuse, parce que non seulement elle protège M. Trump, mais elle met à l'abri tous les futurs présidents. Pour le moment, un président, bon, regardez Nixon. Nixon, il savait qu'il risquait gros. Donc, il a démissionné avant que la procédure d'impeachment se produise, mais il a démissionné aussi, sans doute, en sachant qu'il bénéficierait de la grâce de celui qui lui a succédé. Et si vous demandez une grâce, et si vous acceptez la grâce, c'est parce que vous savez, un, que vous avez commis des actes illégaux, voire inconstitutionnels, et 2, qu'il y a des mécanismes pour vous poursuivre. Ben, ces mécanismes qui est que le président, une fois qu'il a quitté le pouvoir, peut être traduit devant les juridictions normales, donc les juridictions pénales, il n'y a pas trop, bref, les juridictions pénales, ben, ce risque, cette épée de Damoclès qui pourrait peut-être inciter les présidents à ne pas trop commettre de violations, n'existe plus. Donc on peut, à l'avenir, avoir des présidents, pas seulement Trump, complètement hors sol, qui vont violer la Constitution, violer la loi, en se disant, compte tenu de la polarisation, je ne serai jamais destitué, puisque le Sénat doit voter aux 2/3, et je serai bien tranquille quand je ne serai plus président, puisque grâce à cette décision immunité de la Cour suprême, on ne pourra pas me poursuivre. Donc c'est un petit peu grave, je vous dis, c'est une destruction de tous les systèmes. Donc, ce qui de toute façon va rester, ce que j'appelle l'enjeu caché, c'est le sens de ma tribune dans Le Monde là, qui paraît mardi matin, c'est de dire que quels que soient les résultats, le grand gagnant va être la Cour suprême. Parce que si Harris est élu, la Cour, donc cette majorité de juges très à droite, va lui mettre des bâtons dans les roues, comme elle l'a déjà fait pour Biden. Bon, vous n'avez peut-être pas suivi, mais maintenant que je le dis, peut-être vous allez vous rappeler,
Il a essayé d'avoir la vaccination obligatoire, retoqué. Il a essayé de faire effacer la dette des étudiants, retoqué. Il a essayé de faire durcir par voie de décret, puisque les lois sont impossibles, les législations environnementales, retoqué, etc. Et ça s'était déjà produit pour Obama. Donc Obama, Biden et Harris, malheureusement, ça va être la troisième présidente démocrate si elle est élue, et qui va se heurter au travail de sabre de la Cour suprême. Et dans le cas de Trump, eh bien, la grande question, c'est d'abord comment la Cour, parce que ne rêvez pas, on n'aura pas les résultats le 6 novembre. Hein. D'abord parce qu'il faut dépouiller les bulletins par correspondance, donc ça va prendre plusieurs jours, et parce qu'il va y avoir des dizaines de contestations. Donc des contestations qui vont commencer en première instance, qui vont aller en appel, et beaucoup d'entre elles vont aboutir devant la Cour suprême. La Cour suprême, dans les deux affaires qui sont allées jusqu'à elle en 2020, a dit « pas de fraude ». Qu'est-ce qu'elle va faire là? On ne sait pas. Donc là, il y a cette première question. Et deuxième question, lorsqu'il y aura des violations répétées par Trump de la loi, de la Constitution, que des groupes de défense des libertés, de défense de la Constitution vont saisir des juridictions, que ça va arriver devant la Cour suprême, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va dire oui, il y a violation ou non? Très honnêtement, je ne sais pas. Il y a eu tout un tas d'explications. Là encore, si vous lisez des choses, à une époque, on a espéré que le Chief Justice, donc le président de la Cour, John Roberts, qui est ce qu'on appelle un institutionnaliste, c'est-à-dire il a foi en l'institution et il comprend que le pouvoir de la Cour suprême, une grande partie de ce pouvoir, tient à sa légitimité, c'est-à-dire à sa crédibilité, au fait que les Américains, les électeurs, aient confiance en la Cour suprême et aient confiance qu'il s'agit bien d'une juridiction et non pas d'un corps politique supplémentaire aussi polarisé que le Congrès. Or, aujourd'hui, les sondages nous montrent que la Cour suprême est au plus bas dans l'opinion des Américains. C'est-à-dire que les Américains considèrent que maintenant, elle est vendue, elle est partisane et que ce n'est plus une juridiction impartiale. Alors, tant qu'on a eu l'espoir, et j'ai eu aussi un petit peu cet espoir que le Chief Justice allait tenter de calmer, sauf qu'il est en minorité maintenant, puisqu'il y a 6 conservateurs et qu'il faut 5 pour la majorité, il suffit que les 5 les plus extrémistes aient envie de détruire l'avortement, même si le Chief Justice leur dit « attendez, c'est dangereux, vous vous rendez bien compte, notre légitimité », du genre, on est au pouvoir, on peut enfin faire ce qu'on avait envie de faire depuis 40 ans, mettre fin au droit à l'avortement, alors ça va être aussi mettre fin à la contraception, le mariage pour tous, etc. Enfin, la liste va être terrible. Si le chief a vraiment perdu la main et ne peut plus les contrôler, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, on sait que la Cour suprême, quelque part quand même les plus extrémistes, même Thomas, ils se rendent bien compte que leur pouvoir tient à l'acceptation de leurs décisions par le public. S'il y a un taux de rejet total, ils vont perdre ce pouvoir. Donc, on peut se dire, il va peut-être y avoir un moment de bascule. Alors là, c'est très intéressant. La Cour suprême a commencé sa session judiciaire là, avant-hier, lundi. Et pour le moment, elle n'a inscrit au rôle de toute l'année que 30 affaires. Et surtout des affaires pas dangereuses du tout. Et les mauvaises langues disent, c'est pour faire oublier aux démocrates que la Cour est puissante et que la Cour puisse être dangereuse. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte de ce qui s'était passé après la décision de Dobbs, qui a mis fin à un droit constitutionnel protégé au niveau national. Rappelez-vous, en 2022, dans tous les États, les référendums sur l'avortement, même dans les États rouges, donc républicains, ont été remportés et le droit est maintenant protégé. Et alors qu'on attendait des résultats cataclysmiques à la Chambre et au Sénat, ça a été moins dramatique que prévu. Donc, certains des juges de la Cour ont compris qu'ils avaient intérêt à faire profil bas. Donc, pour le moment, ils font profil bas. Alors, mais est-ce que les électeurs vont garder en tête toutes ces décisions, la contraception, l'immunité, etc., et voter en conséquence? Je ne sais pas. Voilà, je conclus sur cela. Et je suis prête à essayer de répondre à vos questions.
Alors, je vais prendre 3 par 3, mais je promets de répondre. Bonsoir. Qu'est-ce que vous entendez quand Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous lever, comme ça je verrai qui me pose la question. Merci. Ici. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites que la Cour suprême pourrait perdre son pouvoir si les États-Unis ne la suivent plus? Est-ce que la Cour peut perdre son pouvoir? Non, qu'est-ce que vous entendez par par l'idée qu'elle perde son pouvoir si oui, les d'accord. États-Unis ne la suivent plus, s'ils ne la soutiennent plus? Merci. Deuxième question. Pas nécessairement sur la Cour. Merci. Oui. D'accord. Oui, ça je développerai un peu. Merci. Une troisième question? Juste pour oui, les monsieur. questions, attendre le micro s'il vous plaît, parce que c'est enregistré. Ah Merci. oui. Bonsoir, Mathieu Hill, je suis américain en fait. Donc la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous avez entendu parler du fait de pack the court? De quoi? Pack the court. Pack the court, oui. Oui, et je vais répondre. Bon, alors, pour répondre aux deux questions concernant la Cour, un petit retour en arrière. Donc, la Cour, j'ai essayé de le dire, est puissante, beaucoup plus puissante. En fait, pour schématiser, dans mon livre Dalloz, là, qui date d'il y a 10 ans, sur la Cour suprême, je disais, pour bien faire comprendre combien elle est puissante, qu'elle cumule le rôle de nos 3 cours françaises, Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, et des 2 cours européennes, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne. Parce que, par exemple, ce qui touche le président, le gouvernement, c'est le Conseil d'État. Ce qui touche, vous voyez, donc c'est tout ça. Elle est très très puissante, ça c'est petit 1. Petit 2, pourquoi est-elle puissante? Alors elle est puissante parce que c'est la juridiction suprême, comme le dit son nom, et qu'elle va se prononcer sur toutes les décisions qui viennent des juridictions inférieures dans les États ou la pyramide d'organisation judiciaire fédérale, dès lors qu'une question fédérale, c'est-à-dire touchant la Constitution, est en jeu. Or, ce sont les plus importantes. Et elle est puissante parce que la Constitution, je l'ai dit tout à l'heure, est rédigée, elle est très courte et elle est rédigée en termes abstraits. Donc, les juges sont bien obligés de mettre d'eux-mêmes dans l'interprétation. Et même s'ils ne sont pas idéologiques, même s'ils ne sont pas partisans volontairement, il est bien certain que la vision d'une question sera différente si vous êtes Sonia Sotomayor, qui est une hispanique, qui est née dans la pauvreté, qui a pu aller à Yale parce qu'elle a bénéficié de l'affirmative action, ou si vous êtes un fils à papa comme Kavanaugh, qui est allé dans toutes les écoles élitistes, qui a essayé de violer ses petites camarades, mais qui a quand même été approuvé à la Cour suprême parce que Trump a dit au FBI de ne pas faire d'enquête. Et ça, c'est avéré, et ça apparaît dans plusieurs choses cette semaine et dans le bouquin de Woodward. Donc, même si Kavanaugh était un peu impartial, il a cette vision de l'élite qui est née dans le privilège. Alors, pas simplement le privilège masculin, mais le privilège de l'argent, le privilège des bonnes écoles, etc. Donc, on a ceci. Mais ce qui vraiment a fait la puissance de la Cour suprême, c'est aussi une toute petite règle de procédure, c'est que bon, la Cour de cassation, comme vous le savez, entend chaque année, je ne sais plus quel est le chiffre, mais plusieurs dizaines de milliers d'affaires. D'accord ? La Cour suprême s'est plainte au Congrès, a dit, écoutez, nous on est débordés, on a beaucoup d'affaires, ce serait bien que vous restreigniez ceux qui peuvent nous saisir. Et donc en 2 étapes, ils ont obtenu qu'il n'y ait plus d'appel obligatoire et que pour saisir la Cour suprême, le processus soit discrétionnaire. C'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot latin, je vais appeler si vous ne savez pas, le writ of certiorari. Alors writ, c'est W-R-I-T, c'est le mécanisme qui existait déjà en Angleterre, et certiorari, d'accord ?
Et cela veut dire que moi, je forme, alors c'est une sorte d'appel pour voix, pas le temps d'entrer dans les détails, et la Cour suprême en reçoit à peu près 8000 par an, et c'est elle qui choisit les affaires qu'elle veut entendre. Et ça a introduit un biais considérable parce que ça alimente les stratégies. En fonction de la composition de la Cour, et là, depuis qu'elle est très à droite, tous les groupes de droite vont essayer d'obtenir que la Cour accepte leur affaire. Et pour que la Cour accepte, il suffit que 4 juges disent oui. C'est ce qu'on appelle « the rule of 4 ». Et donc, vous aurez toujours 4 conservateurs qui vont prendre les affaires d'avortement, de médicaments abortifs, de liberté religieuse, de choses qui sont importantes. Et ensuite, comme ils sont 6, il y aura une majorité pour un peu plus grignoter une liberté ou un peu plus élargir la liberté religieuse. Il n'y a presque plus de laïcité aux États-Unis aujourd'hui à cause des décisions de la Cour suprême. Alors on en parle moins en France que de l'avortement, mais c'est certainement aussi important. Donc voilà, ça c'est la situation. Jusqu'à 2020, la Cour suprême a grignoté, a fait beaucoup de dégâts, mais petit à petit. Et ce n'était pas trop visible. Et donc, les sondages montraient qu'il y avait une certaine confiance encore dans la Cour suprême. Mais à partir du moment où elle va trop loin, où elle démantèle de façon ouverte, sa crédibilité chute. Et donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas oublié votre question, quel est le rapport entre le pouvoir de la Cour et la légitimité? Alors, je vais faire un retour en arrière. Je vous ai parlé de l'élection de 2000. L'élection de 2000, c'est quand il y avait à peu près 1000 avocats en Floride, des démocrates, des républicains, qui étaient penchés sur des bulletins de vote et le fameux butterfly. Il y avait un bulletin de vote tellement mal fait qu'il y a tout un tas d'électeurs qui ont cliqué sur la mauvaise case, ce qui explique que Gore est perdu. Bon, bref, ça c'était la situation. Le résultat, c'est que la Cour suprême est intervenue et elle a donné l'élection à George W. Bush. Et je me rappelle, j'étais aux États-Unis et il se trouve que je connais bien plusieurs juges de la Cour suprême, dont le juge Breyer, donc qui a démissionné. Et j'étais avec lui juste après. Bon, il aimait pas trop, enfin, je pouvais jamais lui poser de questions trop précises parce qu'il y avait un certain devoir de réserve. Quand je m'approchais trop, il me demandait de mes nouvelles de mes petits-enfants. Généralement, ça voulait dire que j'étais allée trop loin, donc je renonçais à mes questions. Mais il m'a dit, Anne, c'est la grande force de l'Amérique, c'est la passation pacifique du pouvoir. C'est-à-dire que lui, il avait fait partie des juges minoritaires qui s'étaient élevés contre la décision. C'était une décision 5-4, donc les 5 conservateurs de l'époque contre les 4 progressistes. Bon, il avait écrit une opinion dissidente, les autres juges aussi, mais il l'acceptait et il considérait que c'était la grande force de l'Amérique que d'accepter cette passation du pouvoir. Nous avons eu une nouvelle conversation après le 6 janvier, je ne vous fais pas de dessin. Mais donc, à partir du moment, et ce qui est important, c'est que parce que la Cour à l'époque n'était pas décrédibilisée, cette décision a été acceptée. Bon, les démocrates étaient furieux, mais il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de violence. C'était l'arbitre suprême qui avait jugé. On considérait que ce n'était pas une bonne décision, et sur le plan du droit, elle était nulle, elle était spécieuse, etc. Mais il y a eu une acceptation. Quand je dis que la Cour met son rôle en danger, c'est que si elle devait rendre une décision qu'une majorité du pays juge inadmissible, je pense que la décision ne serait pas acceptée. Et en fonction de la teneur de la décision, ça pourrait être des actes de violence terribles. Alors ça serait plutôt du côté démocrate. Je ne sais pas, et je ne le souhaite pas, c'est évident, et j'ose espérer que, quand même, derrière la scène, il y a des discussions sur ce sujet. Alors, lorsque Biden a été élu, les démocrates étaient très très fâchés, non seulement contre la Cour suprême, mais contre le leader républicain au Sénat. Là encore, je vous ramène en arrière. En 2016, Obama était président, février 2016, il lui restait presque un an, puisqu'il y a les élections en novembre, mais la passation, c'est janvier. Et l'idole des conservateurs, le juge Scalia, est mort. Certains d'entre nous, bêtement, pendant 10 minutes, se sont dit « chouette,
on va pouvoir rétablir l'équilibre à la Cour. Ah ben non. Parce que Obama, très prudemment, a choisi pourtant un candidat très modéré, pas trop jeune, pour essayer de pacifier les républicains, pour qu'ils acceptent de voter pour lui. Ah mais il n'y a même pas eu de vote. Le républicain au Sénat a pris la candidature et l'a enterré sine die. Et il a expliqué, vous comprenez quand même, il va y avoir des élections bientôt, il faut laisser le peuple décider. Nous, le Sénat, nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité qui consiste à confirmer un juge, alors que dans 9 mois, il y aura des élections. Donc, il a bloqué la candidature, et dès que Trump a été élu et est entré en fonction, dès fin janvier 2017, il mettait en place son premier juge, Neil Gorsuch. Bon, les démocrates ont parlé de vol d'un siège. C'est pas totalement faux. Mais alors, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'à la fin du mandat de Trump, l'icône libérale Ruth Bader Ginsburg, celle qui était très connue avant de devenir juge parce qu'elle a défendu la parité, l'égalité des femmes, etc., et qui était une voix importante à la Cour suprême. Bon, cela étant, elle a commis une grave erreur. On lui avait demandé de démissionner tant que Obama pouvait. Il avait encore un Sénat démocrate et elle a refusé. Donc, elle a une partie non négligeable de la responsabilité. Enfin, elle est morte 6 semaines avant l'élection. 6 semaines. Et là, le même McConnell a dit « Ah ben vite, 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 on va se dépêcher ». Et tambour battant, il a confirmé un autre juge républicain. Donc, je peux vous dire que la gauche du Parti démocrate était folle de rage et a dit à Biden « Bon, bah écoutez, on va vous voter, puisqu'il était majoritaire, on va voter une loi pour créer 3 postes de juges. Comme ça, vous, Biden, vous allez pouvoir nommer 3 juges démocrates, progressistes. » Et en fait, c'est ce qu'on appelle « pack the court ». C'est-à-dire quand, pour des raisons un peu politiques, un peu partisanes, on décide d'augmenter le nombre de juges pour essayer de faire basculer l'équilibre. Alors, il faut savoir que la Cour suprême, enfin le nombre de juges à la Cour suprême n'est pas fixé par la Constitution. Et qu'au fil du temps, il a évolué, 6 juges, 7 juges, 9 juges. Mais là, il y a 9 juges depuis beaucoup plus de 100 ans. Et la première fois où on a utilisé cette expression, c'est lorsque Franklin Roosevelt, le New Deal, s'est trouvé confronté à la même situation. C'est-à-dire qu'on avait un président démocrate, Roosevelt, avec un congrès démocrate qui essayait, enfin pas qui essayait, qui votait des lois pour mettre fin à la crise de 29, en changeant de modèle économique. Avant 29, c'était le laisser-faire, je suis sûre que vous avez tous étudié ça, pas d'intervention de l'État. Et Roosevelt a pris la politique de la demande et puis intervention en matière sociale et économique. Donc une loi sur l'agriculture, une loi sur la banque, une loi sur les relations du travail, nanana. Et à chaque fois, la Cour suprême, une majorité de droite, conservatrice, invalidait les lois du New Deal. Et M. Roosevelt a commencé à s'énerver. Et donc, il a parlé avec ses conseillers et ils ont décidé d'une loi assez intelligente qui consistait à réformer pas seulement la Cour suprême, mais toutes les juridictions fédérales, en créant des postes de juges qui étaient nécessaires, puisqu'il y avait de plus en plus d'affaires, et en disant que pour la Cour suprême, pour chaque juge âgé de 70 ans qui ne voulait pas démissionner, vous vous rappelez, ils sont nommés à vie, during good behavior, à vie. Pour tout juge âgé de 70 ans qui ne voulait pas démissionner, lui, Roosevelt, pourrait en nommer un autre. Et alors là, ça a été un tollé considérable. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant et révélateur de l'image de la Cour à l'époque, l'image à la Cour était sur un piédestal, c'était vraiment la garante des libertés, il ne fallait pas toucher à la Cour. Et son plan a été qualifié de court packing plan. Et Biden, en 2020, avait cet exemple en tête et il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Alors, il a nommé une vague petite commission, ils ont bien réfléchi, il n'y avait pratiquement pas de recommandations et rien n'a été fait. La seule recommandation, et on est en train d'en reparler maintenant, ce serait de limiter le mandat des juges à 18 ans. Sauf que le during good behavior est inscrit dans la Constitution. Donc, en principe, il faut un amendement. Certains juristes disent, bon, il va rester juge à vie, mais plus à la Cour suprême. C'est-à-dire, une fois qu'il a fait ses 18 ans, il part.
Alors là, immédiatement, les républicains ont dit, si ça s'applique tout de suite, ça veut dire que ça va débarrasser de Roberts, de Thomas, etc. Donc, comme par hasard, de juges républicains. Donc, énorme tollé. Donc, c'est une des questions à laquelle Harris va être confrontée. Est-ce que, dès qu'elle est élue, et dans ce cas-là, c'est day one, hein, parce qu'il faut qu'elle profite de... Elle fait adopter... Enfin, elle convainc les sénateurs démocrates de mettre fin au filibuster. Le filibuster, c'est l'obstruction. De nos jours, il faut en fait non pas 51 voix, mais 60. Le chiffre nécessaire pour mettre fin à l'obstruction. Donc elle dit, on supprime le filibuster et dans la foulée, vite, réforme de la Cour suprême, protection du droit à l'avortement, protection du droit de vote, et j'ai toute une liste comme ça de choses qui ont été détruites par la Cour suprême et qu'elle pourrait rétablir. En tout cas, pacte court, c'est ça. Alors les contre-pouvoirs, bien sûr, c'est une excellente question. J'ai essayé de vous montrer que les contre-pouvoirs classiques sont de moins en moins importants et de moins en moins efficaces. Alors très souvent, on a pensé aux médias, et à une époque, on parlait des médias comme the fourth power, la quatrième branche, le quatrième pouvoir. Ça, c'était la grande époque, c'est quand le Washington Post a identifié le Watergate, le cover-up, que les journalistes Woodward et Mainstein ont suivi, et les plombiers, la CIA, et patati, etc. Et ça a été une grande époque. C'est le journalisme d'investigation, ça a été porté au nu, etc. Bon, il faut bien voir que cette période est révolue. Et si on prend la guerre en Irak, par exemple, le Washington Post et le New York Times ont été tellement soumis à l'exécutif qu'ils ont exprimé des regrets en première page lorsqu'il a été avéré qu'au lieu d'enquêter sur la légitimité de la guerre en Irak, sur les armes de destruction massive, etc., ils se sont transformés en porte-parole de la Maison-Blanche, et c'est tout juste, ils n'ont pas publié tel quel les communiqués du service de presse de la Maison-Blanche. Donc là, ça a été un coup dur pour les grands médias, et alors à la fois une perte de crédibilité, mais aussi une perte de leur rôle de contre-pouvoir. Bon, cela étant, les États-Unis rebondissent toujours quand vraiment ils sont en crise. Cela étant, il y a un élément qui n'incite pas trop à la confiance, c'est que les Américains ont pu au début lutter contre la désinformation parce que même dans les petites villes, ils pouvaient compter sur un journal local, alors qu'il s'appelait le La Dispatch, Enquirer, etc. Mais avec une petite équipe de journalistes qui traitaient des nouvelles locales, etc. Et qui, de façon simplifiée mais à peu près impartiale, traitaient des nouvelles nationales et des nouvelles internationales. Or, ces médias, par milliers, ont disparu parce qu'ils n'ont plus de ressources publicitaires qui ont été phagocytées par les réseaux sociaux. Et ça, c'est un vrai problème sur lequel s'intéressent des groupes de gauche. Comment on peut ressusciter, redonner vie à ces médias locaux qui sont en fait le seul moyen de lutter contre la désinformation et qui pourraient constituer un contre-pouvoir. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que la presse mainstream est un contre-pouvoir. Les seuls contre-pouvoirs, ce sont quelques organismes de citoyens, un organisme qui s'appelle CREW, C-R-E-W, ça veut dire Citizens for Responsible, etc. Ce sont des groupes qui vont chercher derrière les contributions électorales, derrière les conflits d'intérêts, pour essayer de jouer des rôles de contre-pouvoir. Mais ils sont petits par rapport au boulot considérable qu'il y a à faire. Il y a aussi les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte ont été assez tôt protégés aux États-Unis, insuffisamment, mais les premières législations pour protéger ce qu'on appelle les whistleblowers ont été adoptées aux États-Unis. Donc il y a des petits morceaux. Au sein de chaque ministère, on a ce qu'on appelle des inspecteurs généraux qui enquêtent, qui ont des pouvoirs. Mais dans le climat de polarisation des informations, vous avez une nouvelle, mais il faudrait que cette nouvelle soit entendue par tous. Sauf, elle ne sera jamais entendue par ceux pour qui ce sera important qu'ils entendent la nouvelle et qui sont enfermés, toujours la même histoire, dans leur bulle où on ne parle absolument de ça. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder Fox News. Mais bon, moi, il se trouve que je paye même un abonnement, ce qui est quand même, ça me fend le cœur, mais et de temps en temps, j'enregistre 2 heures CNN, Fox, que je regarde. C'est vraiment, je veux dire, si certains cherchent des sujets de mémoire, faire de l'analyse de contenu comparé
sur une tranche de 2 heures, c'est fabuleux. Parce que sur CNN, par exemple, vous aurez, par exemple pendant les procès de Trump, vous aurez des choses sur les procès de Trump, sur les chefs d'acculpation, sur ceci, cela. Ah, de l'autre côté, rien du tout. On ne parle pas du procès, mais on va trouver un problème d'immigration, un problème de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez à la fois un choix des sujets qui est différent, bien sûr le traitement des sujets. Bon, cela étant, dans Fox News, il faut bien distinguer Fox News et puis ce qu'on appelle Fox and Friends. Alors c'est vraiment là des vendus. Les nanas sont recrutées parce qu'elles ont des ongles comme ça et des talons comme ça, et elles disent des choses ahurissantes, des mensonges aussi. Par contre, il y a encore quelques journalistes intègres, enfin ils quittent de plus en plus Fox News, comme Wallace qui est maintenant sur CNN, mais il y a des petits morceaux où quand même on donne la parole à l'autre côté. Mais ils ne sont pas obligés parce que les républicains, en 1980 à peu près, ont mis fin à une règle qui s'appelait Equal Time, qui disait que la télévision et la radio, lorsqu'elles donnaient un certain temps pour exposer un point de vue, devaient donner le même au point de vue inverse. Les républicains, dans leur grande sagesse, ont fait disparaître cette règle, et c'est la raison pour laquelle Fox News peut dire ce qu'elle veut, et surtout les radios. Et les radios dans les États, qu'écoutent les Américains pendant tout le temps où ils sont dans les embouteillages ou pas dans les embouteillages, ces radios débitent des mensonges, des contre-vérités et des théories du complot en permanence, sans aucun contrepoids. Et donc, si vous êtes une personne peut-être de bonne foi à l'origine, mais à force d'entendre, ben vous vous dites, ben oui, finalement, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ben oui, finalement, Biden est un bandit, c'est Trump qui devrait être élu. Et c'est dans cette situation, pas très drôle, que va se dérouler l'élection. Est-ce que vous voulez 3 autres questions? Alors, on y va. Alors, moi, j'ai 2 questions, si j'ai le droit. Vous avez le droit. La première, c'est dans quelle mesure est-ce que le rôle des évangélistes est aujourd'hui plus important qu'il a été? Oui. Et dans quelle mesure est-ce que Harris, avec enfin, je crois qu'elle était procureure, oui. Elle est mariée à un avocat, etc. Enfin, tout ce contexte-là, ça peut l'aider dans ce contexte-là si jamais elle était élue. Oui, ok. Donc, on va dire 2 questions, une troisième. Fanny? Madame, là-bas. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si Trump est élu, quelles seront les conséquences à l'international? Je pense notamment à Gaza et en Ukraine. Ok. D'accord. Alors, les évangélistes. Alors, on dit évangéliques, parce que les évangélistes sont les 4 qui ont rédigé les évangiles, hein, Marc, etc. Alors, les évangéliques ont joué un rôle considérable en 2016. Et là aussi, enfin, j'en parle beaucoup dans mon bouquin, ces groupes de droite, au début, c'était plutôt des droites des affaires, des droites des milliardaires qui voulaient cumuler le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et donc, ils ont déversé des millions dans les campagnes électorales, dans le lobbying, etc. Mais ils se sont dit, il faut quand même qu'il y ait des gens qui votent. Et ils ont identifié la droite religieuse. Et en particulier, les évangéliques. Et là, monsieur Léonard Léo, qui a dirigé la Federalist Society dont je vous parlais tout à l'heure, a eu un trait de génie. Il est allé voir le candidat Trump. Il lui a dit, écoutez, voilà ce que je vous propose. Je vais vous sélectionner une dizaine de juges anti-avortement. Alors, ils sont déjà dans juridiction inférieure, en cour d'appel, mais les gens, on les a bien testés, ils ne vont pas évoluer, ils sont parfaits. Et Trump a fait campagne sur ces noms. Et il a obtenu 80% du vote des évangéliques. Et ensuite, il a fait ce qu'il avait promis. Les 3 juges en question ont mis fin au droit à l'avortement, au droit au niveau national, avec beaucoup d'hypocrisie, la main sur le cœur, en disant « Nous renvoyons ce droit aux États et il n'y aura plus de problème. » Il n'y a jamais eu plus de contentieux autour du droit à l'avortement que depuis la décision Dobbs, parce que tout pose problème. Est-ce que le médicament peut circuler? Est-ce qu'une femme a le droit de sortir de l'État pour se faire avorter ailleurs?
Est-ce que les États comme la Californie peuvent accueillir? Est-ce qu'ils peuvent envoyer des médicaments? Enfin, il y a un contentieux absolument gigantesque à tous les niveaux de la pyramide judiciaire sur l'avortement. Mais bon, bref. Donc, ça, c'est les évangéliques en 2016. Et en 2020, ils ont continué à voter pour Trump, parce que finalement, ils étaient reconnaissants. Depuis un an, on se rend compte que certains morceaux, si j'ose dire, du mouvement évangélique, se rendent compte que M. Trump n'épouse pas vraiment les valeurs chrétiennes. On peut considérer que c'est un euphémisme, mais bon, je vais simplement dire ça, que quand il parle des Afro-Américains, quand il parle des immigrants, quand il parle, etc., cet homme a beau vendre sa Bible signée par lui, $50. D'ailleurs, il doit sentir que le vent tourne. Vous avez remarqué, il vend de plus en plus de choses, de plus en plus laides, de plus en plus honteuses. Donc là, il s'est transformé en camelot de bas étage. Mais bon, bref. Et donc, il y a toute une partie des pasteurs du mouvement évangélique qui sont en train de dire à leurs ouailles que c'est peut-être pas une bonne idée de voter à nouveau pour Trump. Donc ça, c'est pas mal. Et dans le même ordre d'idées, vous avez entendu parler de Mitt Romney. Mitt Romney était candidat à la présidence en 2012. C'est un mormon. Et pour les mormons, donc l'Église des saints, la Constitution est un cadeau de Dieu. Et donc, les mormons sont en train de dire Trump détruit la Constitution, donc le cadeau de Dieu. Or, il se trouve que, bon, l'Utah est très rouge. L'Utah, c'est le pays des mormons, hein, vous le savez. L'Utah va voter Trump, sans doute. Mais il y a beaucoup de mormons dans le Nevada et dans l'Arizona. Et on est en train de se demander si ces quelques dizaines de milliers de mormons ne vont pas faire la différence dans ces deux États pivots, swing states. Donc là, la religion évolue. Et je répète, comme tout va se jouer à quelques centaines de voix, quelques centaines d'évangéliques qui décident de ne pas voter Trump ou de ne pas se déplacer, donc abstention, ça veut dire que ça valorise les voix démocrates qui, elles, se déplacent. Mais par contre, et ça me fait le lien avec Trump à l'international, dans le Michigan, s'il y a trop de jeunes, trop d'Américains d'origine palestinienne ou musulmans qui décident de ne pas se déplacer à cause de la position de l'administration Biden qui soutient Israël, cela peut aussi faire la différence de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il manquera aux démocrates les quelques dizaines ou centaines, milliers de voix, et ce serait Trump qui remporterait le collège électoral dans le Michigan. Tout peut jouer. Alors, plus globalement, ça c'est la cuisine électorale, quelles seraient les conséquences à l'international? Bon. Trump, on le sait, a une vision totalement transactionnelle de la politique. Si tu me donnes ça, je te donnerai telle chose. Vous vous rappelez, bon, tous les présidents, et même Obama, avaient demandé aux Européens de cotiser un petit peu plus à l'OTAN. Enfin, il y mettait les formes. Tandis que Trump, bien vulgaire jusqu'au trognon, a dit « Bon, alors les petits gars, ou bien vous donnez 2%, ou bien on ne vous défendra pas. » En étant encore plus grossier, dans l'un de ses meetings, il a dit « Et si vous ne payez pas les 2%, je dirai à Poutine qu'il peut faire what the hell he wants with you. » Ça veut dire, on attend quand même un certain décorum de la part d'un président, mais manifestement, la notion de décorum, ou le mot même, n'appartient pas au vocabulaire de M. Trump. Donc, on sait que les alliés vont être maltraités. Ils ont été très maltraités pendant le premier mandat. Et si on poursuit sur l'OTAN et les alliés, M. Zelensky, qui était à l'Assemblée générale de l'ONU récemment, est très inquiet. Parce que, bon, si c'est Harris et qu'elle n'a pas de budget, c'est pas terrible. Mais enfin, au moins, elle a le soutien de ce qu'on appelle the bully pulpit. Le président a une voix qui porte, un poids qui porte. Si c'est Trump, c'est gravissime. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle Zelensky a tenu à faire une incursion en territoire russe, de façon à ce qu'il ait une monnaie d'échange, s'il était forcé, dans le cas d'une élection de Trump, à un cessez-le-feu et à négocier, si on peut parler de négociation. Alors,
plus globalement, vous savez, et c'est que Trump a 2 idées, grosso modo. Il veut déporter 10 millions de sans-papiers et il veut mettre des droits de douane partout à au moins 20%. Bon, ce qui, en termes de relancer l'inflation, serait très, très efficace. Les centres indépendants ont montré que augmentation du déficit de 7 trillions, donc 7 000 milliards de dollars, et inflation à 20% en quelques mois. Mais c'est quand même embêtant parce que ça veut dire que c'est une destruction de tout le système commercial international. Et là, si on prend une vision plus globale, mettons-nous après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont créé ce qu'on appelait, il faut presque le mettre au passé maintenant, enfin ce qu'on appelle, soyons optimistes, l'ordre international, c'est-à-dire tous ces organismes qui permettent de travailler ensemble. Alors en matière financière, c'est la Banque mondiale, le FMI, en matière de défense, c'est l'OTAN, et puis un peu plus tard, on a eu l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui est le successeur des accords GATT, et qui est une structure. Bon, et tout ceci a très bien fonctionné pendant des dizaines d'années. Alors certes, au bénéfice des Américains, mais enfin au bénéfice de tout le monde, grosso modo. Et c'est ce que Trump a décidé de détruire. Alors, il faut quand même se rappeler que 2 cadeaux qu'il a laissés, c'est qu'il est sorti de l'accord de Paris. Alors ça, c'est pas trop grave, parce que les rédacteurs, dans leur grande sagesse, avaient prévu qu'un retrait n'était opérationnel qu'au bout de 4 ans. Donc Biden a pu vite rentrer dans l'accord de Paris. Par contre, il est sorti du JCPOA avec l'Iran. Et ça, quand maintenant les républicains disent « Oui, c'est durant votre mandat, vous les démocrates, vous êtes faibles, vous êtes nuls, que l'Iran est monté en puissance. » Oui, pourquoi l'Iran est monté en puissance? Parce que Trump est sorti de l'accord. Donc, sur le plan international, ce qu'on peut prédire à coup sûr, c'est le chaos, l'imprévisibilité. 2, qu'il va toujours privilégier les dictateurs, les autocrates aux démocraties. Et 3, que les alliés vont recevoir beaucoup de coups, pour rester poli. Donc ça, c'est certain. Et il n'y a pas vraiment de moyen de l'empêcher parce que le président, selon la Constitution, est commander-in-chief. C'est lui qui décide au plan international. Alors, pour certains de ces actes, il a besoin que le Congrès vote. D'où l'intérêt qu'il y ait au moins le petit contre-pouvoir d'une Chambre des représentants démocrates, qui ne votera pas n'importe quoi. Mais bon, c'est assez grave. Couvrir la situation internationale si Trump redevient président ne va pas être facile. Alors, Harris. Madame Harris, effectivement, est une juriste qui a été procureur de San Francisco, et ensuite Attorney General, donc ministre de la Justice, procureur général de Californie. Alors c'est intéressant parce qu'elle a un style de procureur. Elle est très bonne quand elle doit, en français on parle d'un réquisitoire, l'avocat général fait un réquisitoire. En fait, quand elle est en situation de faire des réquisitoires, c'est là qu'elle est la meilleure. Elle était la meilleure au Sénat, lorsqu'elle s'attaquait aux sénateurs républicains, lorsqu'elle s'est attaquée aussi aux candidats à la Cour suprême de Trump. Elle les a vraiment descendus en flammes, elle était très très bonne. Bon, par contre, elle n'est pas très bonne pour les débats, et elle n'est pas très bonne pour répondre aux questions simples. Lorsqu'on lui demande « qu'est-ce que vous allez faire en économie ?» Moi, je ne suis pas Harris, mais je dirais déjà, je ne vais pas faire ce que va faire Trump, je ne vais pas imposer 20% de droits de douane qui va faire recréer l'inflation. 20 secondes, percutant. Non, elle dit « Ah, ben moi, je viens d'une classe moyenne, et j'ai ceci, et je vais vous faire un petit crédit là, puis pour le logement, etc. » Elle n'est pas du tout percutante en matière économique. C'est peut-être parce qu'elle est trop... elle est bien quand elle dit « Moi, pour la frontière, alors elle ne dit pas « Je vais faire différemment de Biden », parce que là, elle marche sur une frontière étroite. Il faut qu'elle s'inscrive dans le prolongement de Biden, tout en prenant un petit peu ses distances. Et elle rappelle son passé de procureur, où effectivement, et ça c'est documenté, donc les républicains ne peuvent pas trop mentir, parce que là, il y a moyen, qu'en tant que procureur, avocat général, elle a poursuivi les mafias, les groupes transfrontaliers, elle a fait saisir des tonnes de drogue, etc. Donc là, elle est capable de convaincre, parce qu'elle est dans son cœur de métier, si j'ose dire. Et je pense qu'elle sera
si elle est présidente, pas une mauvaise présidente, parce qu'elle est intelligente, elle écoutera, elle sera sans doute bien entourée, comme Biden est bien entouré, mais elle n'est vraiment pas bonne, j'allais dire, pour vendre sa salade, et Trump s'en est emparé en disant, dans ses tweets, il explique que justement, ça, c'est ces salades méandreuses, on est complètement perdu, on ne sait pas ce qu'elle raconte, et malheureusement, c'est un peu vrai. Je veux dire, on ne sait pas très bien ce qu'elle va faire. Or, il y a des choses faciles à dire, et je ne comprends pas que tous les gens qui la briefent, y compris Pete Buttigieg, qui est un type très bien, lui disent pas, mais enfin bon sang, pour faire une phrase, tu fais un sujet, un verbe, un complément, et tu matraques au lieu de... Voilà. Bon, donc... alors cette semaine, elle a enfin compris qu'il fallait qu'elle parle, donc elle a fait 60 Minutes et elle fait des podcasts de Jones. Donc est-ce qu'on va voir si elle peut convaincre un certain nombre de personnes. Mais je veux dire que son incapacité à faire 3 phrases, je veux dire, elle a des choses incroyables à dire et faciles, et je ne comprends pas qu'elle ne réussisse pas. Ça me désespère un peu. Mais bon, peut-être qu'à un moment, elle va avoir le... Enfin, il reste pas beaucoup de temps. Hein. Nous sommes quoi, le 8, 9 ? Oui, donc moins d'un mois. Donc c'est pour ça que là, elle accélère les médias. Alors, ce qui tout joue à la marge. Par exemple, Trump a refusé de faire 60 Minutes. Donc les démocrates s'en empèrent. Ouais, il se dégonfle, là, il a peur. Il a refusé de faire le 2e débat. Il a peur, il a peur. Bon, est-ce que ça peut convaincre? Je ne sais pas. Franchement, là, quiconque vous dit aujourd'hui qui connaît les résultats, ment. Parce que tout peut se produire. Et même, on ne sait pas très bien. La chose un tout petit peu positive pour Harris, c'est qu'elle a, comme on dit en anglais, elle a plusieurs paths, plusieurs chemins pour atteindre le seuil fatidique des 270. Si par hasard elle rate le Michigan, c'est-à-dire elle rate le trio Michigan, si elle obtient Nevada et Arizona, c'est tout bon. Alors que Trump, si lui n'obtient pas la Pennsylvanie, il n'a pratiquement pas d'autre chemin pour trouver l'équivalent des 19 grands électeurs de Pennsylvanie. Bon, alors, moi, j'essaie de ne pas passer trop de temps dans les sondages, les calculs, etc. Mais moi, je reçois des tas de mails. Je pourrais passer mes nuits à faire des calculs, etc. Et très honnêtement, je considère que ça ne sert pas à grand-chose parce que chaque jour qui va, il y a une nouvelle, si j'ose dire, qui va faire basculer tel groupe de l'électorat, parce que c'est un électorat quand même très tribalisé. Et les publicités sur Internet, c'est du micro-targeting, comme on dit en bon français. C'est-à-dire sont ciblés les jeunes de tel âge, les Afro-Américains qui ont telles caractéristiques, les Hispaniques, etc., les transgenres. Et bon, mais chaque population, là, on me disait que les Polish Americans vont peut-être aider Harris. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, bon, il y a les groupes, donc les Grecs, les Polonais qui ont émigré, et on les appelle toujours Polish Americans, Greek Americans, et ils sont très conscients de leur culture. Bon, comme vous savez, la Pologne est très, très inquiète de ce qui se passe en Ukraine, et donc, dans des États pivots, il y a pas mal de Polonais. Alors, est-ce qu'ils vont contrebalancer en votant pour les démocrates ceux qui sont d'origine palestinienne, qui ne vont pas voter à cause de Gaza? C'est impossible de savoir au jour d'aujourd'hui, parce que c'est impossible en temps réel de savoir comment vont se poser ces voix. Voilà. Vous voulez encore 2-3 questions ou on arrête? Ah ben oui, madame, là-bas tout au fond. Bonsoir. Je voulais savoir, en fait, je me disais juste que arrivé en 2024, ils ont encore une pensée très archaïque. On dirait vraiment en fait que ça évolue et après ça recule. Et je me dis comment c'est possible en fait que en 2024, certains pensent encore que des femmes peuvent avorter à 7 mois de grossesse, que des immigrés mangent des chiens et des chats dans les rues, tout ça. Je veux dire en fait que dire que c'est les mensonges via les médias qui font tout, c'est un peu facile pour eux. Bon, je sais pas, ça a d'autres raisons qui font que certains prennent des boucs émissaires, par exemple, ou non, juste pourquoi en fait ils ont une telle pensée comme ça, extrême, quoi. Donc votre question, c'est pourquoi la société est si archaïque? Pourquoi maintenant en plus? Parce que nous, quand on voit ça de la France, en tout cas, d'autres pays, on peut se dire qu'ils sont fous, en fait, les Américains, de penser comme ça. Ouais, bon. Et en fait, je sais pas juste pourquoi. Juste plus le temps avance et plus leur manière de penser, elle recule, quoi.
D'accord, bah, je vais essayer de réfléchir à cette belle question. Autre question, monsieur là-bas. Bonsoir madame. Je voulais savoir si Joe Biden, pendant son mandat, n'a pas loupé le coche. C'est-à-dire qu'il a proposé aux Américains Kamala Harris trop tard et a pas préparé assez son investiture et a tout simplement a eu trop d'ego de politiciens pour la mettre en avant plus tôt. Ok, bonne question. Plus facile que la précédente. Alors, une troisième? Oui, madame, ici. J'aurais eu 2 questions, mais il y a déjà eu 2, donc je vais en poser qu'une. Alors oui, vous avez un peu mentionné le fait que, alors il y a eu Bush, et après il y a eu Trump, qui n'ont pas été votés par la voix populaire. Ouais. Et selon peut-être un peu votre analyse, si Trump est élu, il se peut que encore une fois ce ne sera pas par vote populaire. Et si c'est le cas, est-ce que, vu que c'est récent quand même Bush dans l'histoire, est-ce que les États-Unis d'Amérique n'entreraient pas dans une espèce de crise, peut-être constitutionnelle ou institutionnelle, de par ce fait qu'un président n'a pas cette légitimité populaire? Voilà. Ok, merci. Bon, alors, c'est vrai que des questions que j'ai toujours, c'est mais comment des gens qui sont un peu cultivés peuvent proférer tellement d'énormités sur la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, pour ne prendre qu'un exemple. Alors, je suis d'accord avec vous que la désinformation ne peut pas tout expliquer et que certains qui sont les cibles de cette désinformation sont en fait très contents d'entendre, de lire cette désinformation, et que certains sont conscients que tout n'est pas exact. Mais ça les arrange parce que ça alimente leur vie du monde anti-élite. Et ça, c'est très fort aux États-Unis dès les années 2010. Et d'ailleurs, le choix d'Hillary Clinton comme candidat démocrate en 2016 était la pire bêtise des démocrates, car elle était l'incarnation de l'élite, des dynasties, de tout ce que déteste une grande majorité des Américains. Donc, il y a ce sentiment anti-politique, anti-État fédéral, anti-élite, qui est toujours sous-jacent. Et donc, quand la désinformation va dans ce sens, finalement, il y a beaucoup d'Américains qui sont très contents de l'accepter. Mais il y a autre chose. Et à cet égard, on peut peut-être dire que la société américaine est assez archaïque. La société, surtout du sud des États-Unis, bien que la religion perde de son emprise, reste très religieuse. La plupart des gens sont religieux, ils vont à l'église, alors tout un tas d'églises différentes. Lorsque vous êtes dans le sud des États-Unis, tous les blocs, il y a une église. Alors avec une dénomination différente, il y a une église unitarienne, une église presbytérienne, mais il y a des églises partout. Et puis surtout, il y a ces grandes églises qu'on peut difficilement appeler des églises, mais qui s'appellent quand même des églises, qui sont des lotissements avec un stade, une école et tout, et puis une énorme salle, 7 amphis multipliés par 15, et le pasteur fait des shows. Alors, il y a des énormes écrans là et là, ils sautent, ils dansent, etc. J'y étais au moment de Pâques, il y a une simulation du lavage des pieds, c'est ahurissant. Et puis, il interpelle les gens dans la salle, et puis ils doivent reconnaître leurs péchés, ils doivent se mettre à genoux, ils doivent crier Alléluia, enfin bon, voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi le manichéisme. Les Américains ont quand même toujours une sorte de conception du monde avec le bien et le mal. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Bush au moment du 11 septembre. Et puis il y avait l'axe du mal, etc. Et dans les discours d'investiture, les présidents tous, mais les présidents républicains en particulier, divisent toujours quand même, il y a les gentils et les méchants, good and evil. Alors il y a tout un tas de petits éléments comme ça
qui prépare le terrain pour accepter les théories du complot, qui prépare le terrain pour accepter des trucs qui nous paraîtraient aberrants à nous. Et puis quand même, les Français, j'entendais mal votre question, mais j'ai eu le sentiment que vous disiez qu'on était un peu moins comme ça en France. Notre système éducatif, qui n'est pas encore totalement détruit, est un très bon système. Les étudiants savent lire, savent écrire, et nous sommes pratiquement le seul pays au monde à enseigner la philosophie. Alors vous avez peut-être un mauvais souvenir de vos cours de philosophie, mais quelque part, ça apprend à réfléchir, ça apprend à penser. Et il n'y a pas de philosophie aux États-Unis. Et puis il y a beaucoup de choix dans les matières que l'on peut choisir. Donc il y a des élèves, des étudiants qui peuvent très bien ne pas avoir étudié des choses fondamentales. Et puis actuellement, il faut voir qu'avec l'emprise de la droite, elle ne s'est pas simplement emparée des juridictions, elle s'est emparée aussi des écoles, du bureau des écoles. Si ça vous intéresse, là aussi un sujet de mémoire, vous tapez Moms, les mamans, Moms for Liberty, et ce sont des dames bien pensantes de droite qui se constituent en petits lobbies et qui font en sorte que certains livres ne soient plus enseignés à l'école et ne soient plus disponibles à la bibliothèque. Voilà, vous avez tout ça. Et c'est quand vous mélangez, vous voyez, mix and match, ça vous donne l'ambiance actuelle aux États-Unis. Alors, Biden, si j'ai bien entendu, mais là encore, ce n'était pas très clair, vous me dites, est-ce qu'il s'y est pas pris un peu tard, c'est ça? Alors non, en fait, je pense que si Harris gagne, c'est parce que Biden s'est accroché jusqu'au dernier moment. Si Biden avait renoncé au pouvoir un an avant, le Parti démocrate se serait déchiré. Il y avait des tas de candidats, le gouverneur de Californie, la gouverneure du Michigan, enfin, il y avait tout un de gens qui avaient envie d'y aller. Là, j'étais dans le sud le jour où Biden a annoncé qu'il se désistait. J'étais en train de rentrer chez moi, TF1. On peut vous filmer. Pour ne rien vous cacher, je sortais chez des amis de la piscine, les cheveux comme ça. J'ai dit non. Mais je ne savais même pas sur quoi. Donc je regarde mon portable et j'apprends que 2 minutes avant, Biden avait renoncé. Et alors ça a été fabuleux. Bon, ensuite c'est France Culture qui m'a appelé. J'ai accepté de faire les matins, donc 7h40. Et alors, bon, je me suis quand même couchée, mais je me suis levée à 4h pour voir ce qui s'était passé. Donc, entre 14h heure américaine et 20h heure américaine, donc notre nuit, tous les concurrents potentiels, le gouverneur de Californie avait dit « je me range derrière Harris ». Et les États qui, donc, dans les primaires, avaient accordé, alors là, ce n'est pas les grands électeurs, hein, c'est les délégués pour la Convention démocrate, hein, avaient voté, avaient accordé leurs délégués à Biden, le Tennessee, les autres, on donne nos délégués à Harris. Et les groupes qui donnaient de l'argent, vous vous rappelez Clooney qui avait dit bah, quand même, ce serait bien qu'il démissionne et qui avait arrêté de donner de l'argent. Ils ont redonné. Et donc, à 7h40 sur France Culture, eh bien, je pouvais dire que l'espoir était revenu. C'est-à-dire qu'il y avait tellement l'urgence. Il faut quand même voir, moi je parlais avec mes amis démocrates, ils étaient plus bas que là. Le débat avait été calamiteux le 27 juin. Les sondages étaient calamiteux. Les gens ne versaient plus, il n'y avait plus de volontaires, plus de bénévoles pour travailler dans les campagnes. Et donc, et alors en plus, ils étaient sûrs de perdre les chambres. Et ce qui a sans doute fait changer Biden, c'est Nancy Pelosi, qui est une de mes grandes héroïnes. Je n'aime pas la Cour suprême, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration sur Nancy Pelosi. C'est elle qui a réussi à concilier la gauche du parti, la droite du parti, pour faire voter tous les plans de Biden pendant 2 ans. Chapeau. Elle n'est pas allée voir Biden, mais elle a fait passer le message que s'il restait at the top of the ticket, comme on dit, il perdrait la Chambre. Et dans ce cas-là, si Trump était élu, il n'y avait pas de contre-pouvoir. Et je pense que c'est ce qui finalement l'a décidé. Et alors on me demandait aussi, mais pourquoi Obama ne lui dit pas? Parce que Biden était très fâché contre Obama, parce qu'en 2016, il voulait y aller, et Obama lui a dit non, c'est le tour de Clinton. Donc, il n'y était pas allé en 2016, il l'avait un peu, voilà. Et donc, Obama était très conscient de ça, il s'est bien gardé de faire pression. Donc, moi, au contraire, je trouve que quelque part, le fait que Biden, qui a eu un très bon mandat, objectivement, se soit accroché au pouvoir si longtemps, c'est ce qui a sauvé les démocrates.
mais au dernier moment, un petit peu poussé par tout le monde, hein, Nancy Pelosi, George Clooney, enfin bon, il n'est pas idiot, il voyait bien quand même le fait qu'il ait quitté, je veux dire, le 21 juillet, août, septembre, octobre, novembre, je veux dire 3 mois et demi. Et là, tout s'est mis en place. Les gens qui ont aidé Obama ont dit, ben voilà, on va venir travailler avec la petite mère Harris, etc. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, on s'est mis à respirer un petit peu moins mal. Et puis, elle ne s'est pas trop mal sortie du débat, etc. Mais là encore, quand on parle de ce qui fait bouger, la deuxième tentative d'assassinat contre Trump, donc on a les sondages qui font comme ça. Voilà. Alors ça, c'est Biden. Et donc, la troisième, et ce sera la dernière question, vous dites si Trump est élu, si j'ai bien compris, avec le collège électoral, mais sans la majorité des suffrages populaires, est-ce que ça va créer une crise? Alors, il est clair que les démocrates ne seront pas contents. Mais c'est le système. La Constitution ne dit pas suffrage universel, la Constitution dit collège électoral. Et je pense malheureusement que ça ne changera pas grand-chose. Alors, ce qui se passe en sous-main, comme il n'est pas possible de réformer le collège électoral sans l'adoption et la ratification d'un amendement, c'est qu'il y a un certain nombre d'États qui disent on donnera nos grands électeurs en fonction des résultats globaux. Alors, il y a déjà un certain nombre d'États qui se sont prononcés, mais ce sont plutôt les grands États et les États démocrates. Et il faut craindre il faut arriver au seuil de 270, évidemment. Et il faut penser que tous les petits États républicains rouges qui ont intérêt au maintien du collège électoral ne vont pas accepter cette manœuvre qui permettrait d'éviter le vote et la ratification d'un amendement. Donc, en fait, il ne se passerait pas grand-chose, sauf si des juristes créatifs trouvent un moyen de modifier à la marge le système et que des majorités démocrates, la suppression du filibuster, et là on entre dans if, beaucoup de if favorables, permettent de changer la donne. Je pense qu'à court terme, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être changées. Par contre, ce à quoi je crois profondément, c'est à la possibilité des États-Unis de rebondir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont vraiment été tout au fond dans la crise, il y a eu des mouvements citoyens, des mouvements, et quelque part, il s'est passé quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais donc peut-être il va se passer quelque chose. Alors, soit à court terme, si toutes les planètes sont alignées, mais ce n'est pas gagné, soit un peu plus tard. Et si c'est sur toute petite note d'optimisme que je vous remercie de votre attention et de votre résistance.